Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle radio. Mais le concept reste le même. Du coup, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Mystère. Peut-être qu'il va falloir reprendre à la base, réexpliquer un peu le principe de l'émission, qui nous sommes et comment l'émission fonctionne. Ça peut être pas mal de reprendre de zéro. Tout à fait, oui. Eh ben, écoute, pour l'instant, pas de nouvelles personnes. Une personne en moins, malheureusement. Et pas des moindres. Hein. Commence bien. Et pas des moindres, effectivement. Benjamin est pas là pour diverses raisons, mais on le retrouvera à la prochaine émission, on l'espère. Oui. Et puis nous, on est toujours là, par contre, fidèles au poste, fort heureusement. Sur Antasia, désormais, on va continuer notre belle émission de Speak and Spell qui, comme tu l'as dit, ne change pas. On va continuer à parler, à blablater, à dire des ragots. Et entre-temps, on parlera de choses sérieuses. Entre deux ragots, ça sérieux. Oui, ça me paraît bien résumé, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est très bien. Ça. Tout Super. à fait. Tout à fait. Le côté chill, on le garde. Oui. Est-ce qu'on se représente ou pas? Ah bah ouais. Oh, oui, brièvement quand même. Il faut dire à qui nous sommes. Allez, et Kaya. Allez, ça lance le bébé. Du coup, moi c'est Ekaya. Je pratique le Houdou. Je suis très intéressée par tout ce qui est la voyance et surtout magie chrétienne. Et voilà. Et moi sur la radio et dans notre émission, je m'occupe de la chronique Un saut dans le temps, tout ce qui est histoire. Voilà. Yeah. Waouh. Waouh. Je mets mes paillettes. Oh oui, abracadabra. Abracadabra. Allez, Midnight, je passerai en dernière. Allez, je reprends le bébé. Merci, Kaya. Moi c'est Midnight ou Lucas, c'est comme vous voulez. Moi je m'occupe plutôt de parler des saints et je m'occupe en particulier de la chronique À quel saint se vouer, où je vous apprends des histoires sur les saints catholiques, les saints populaires. Je vous parle de qui ils sont réellement, des tips, de la sorcellerie, du folklore autour d'eux. Moi, je suis très intéressé par le monde des esprits en général, mais surtout par le houdou, la magie catholique, le travail avec les saints particulièrement, vous vous en doutez. Et voilà, j'aime beaucoup partager autour de ça. Voilà. Yeah. Il y a ses paillettes aussi. Moi aussi, j'ai mes paillettes quand même. Bah oui. Eh bien, moi c'est Runa. Par où commencer? Eh bien, beaucoup d'intérêt pour le paganisme constructionniste, surtout côté nordique et aussi hellénisme. Aussi intérêt pour la divination. Et alors, breaking news ce soir, Midnight, lui, ne doit pas être au courant. Et Kaya, je ne sais pas si elle a suivi les conversations. Mais je pense quand même les enseignements Houdou avec Antinous. Oh my god, mais c'est vrai. Ah oui, ça c'est de la... Vous voyez, on n'était pas du tout préparés. Le ragot, oui. Alors justement, et ça fait écho avec ce dont on va parler ce soir, c'est dans l'objectif d'approfondir la pratique avec les ancêtres aussi, puisque une partie des ancêtres est évidemment chrétien, une partie sûrement musulman, mais c'est une autre histoire. Donc voilà, c'est un peu dans cette logique-là. Donc voilà, tada. Mais ne croyez pas quand même que je vais trop rejoindre votre secte non plus. Et pour sympa. Ok, bon, un petit tac en passant. Et hop, franchement, on n'a rien demandé. On s'est pris un giga-tac dans la gueule. Ok, merci. Ouais. Parce que je suis seule encore ce soir contre vous. Non, je rigole. Et pour ma chronique, du coup, c'est Witch Arts. Et donc, c'est les liens entre magie, sorcellerie et les arts, que ce soit la peinture, les arts du spectacle, voilà. Yeah. Ouais. Je me rends aux paillettes. Abracadabra. Abracadabra. Ouais. Ah, tu vois, ça marche. Voilà. On va pouvoir continuer la suite. Tout à fait. Et oui. Alors, petit tour de table habituel sur qu'est-ce que vous avez fait pour l'équinoxe d'automne. Est-ce que vous avez des projets pour Halloween, la Toussaint, Samhain
Oui. Commence. Qui commence? Eh ben, si tu veux, moi je commence. Vas-y, dis-nous. Allez, je prends le bébé de tes bras cette fois. Moi j'ai pas fait grand-chose comme d'habitude pour la rentrée. J'ai pas mal profité par contre pour mettre à jour mon hôtel, pour nettoyer certaines choses. Moi, les changements de saison, je sais pas pour vous, mais je sais pas, j'ai envie de nettoyer, j'ai envie de changer un peu les nappes, les trucs comme ça. J'ai eu une grosse fête quand même qui est très importante pour moi, c'est la Saint-Michel-Archange le 29 septembre que j'ai fêté avec moult offrandes et un très très bel hôtel pour mon Saint-Michel que je fais depuis des années. Donc ça a été un peu pareil. Moi en fait, les saisons je les fête pas tellement, les sabbats je les fête pas, mais par contre mes fêtes de saint, alors là ça marque mon année. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai fait. Pour Halloween, pour la veille de la Toussaint, j'ai pas forcément de gros projets, si ce n'est d'aller faire la fête. Par contre, j'ai tout décoré. Mes ancêtres, ils vont avoir leur bel hôtel pour le 1er novembre, ça j'ai bien l'intention de célébrer ça, et on en parlera peut-être un peu plus tard, mais je vais donner une conférence à l'heure du temps, lors d'un très bel événement pour le Samhain de l'heure du temps. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler, et je vais parler des saints, et j'aurai l'occasion de vous en reparler aussi. Voilà un petit peu mon programme. C'est super. T'as vu, hein? Ah bah ouais, là c'est chargé, hein. Pour une fois, écoute, je fais jamais rien. Non, c'est vrai que c'est plutôt cool. De toute façon, c'est une période qui est propice, hein, et qui stimule, la pratique et le 29 septembre, super pour Saint-Michel. Ouais. Ah, mais c'est ça, le best. Oh, je fais des infidélités à parfois. Non, on rigole. On rigole. Oh, oui. Même si on rigole vraiment, par contre. Ouais. Surtout que je lui fais une grosse infidélité. Aujourd'hui, j'étais de passage à Ars, pour ceux qui connaissent. J'étais voir le curé d'Ars et Sainte-Philomène. J'ai eu cette occasion aujourd'hui, donc j'ai fait une grosse infidélité. Ah bah voilà, la pente fatale. Ah oui, tu sais, oui. Je suis pas très fidèle. D'où le nom de la chronique, quel sens se vouer. À quel sens se vouer, exactement. Et du coup, toi, Runa, t'as fait quoi? Alors moi, les sabbats toujours pas, hein, toujours plus. Hein. Et non. Mais par contre, je continue avec mes histoires de reconstruction de rites nordiques comme on peut avec les sources. Voilà, donc ça demande des crash tests. Donc du coup j'ai refait ça plus tôt, donc pour les premières nuits d'hiver. Donc voilà, ça s'est bien passé. Un peu dommage de faire ça seul, quoi. Mais bon, pour l'instant c'est comme ça. Et puis par contre, moi le ménage, etc. Enfin le côté tri, c'est plus au printemps. Et puis c'est vrai que les températures, moi ça m'a un peu perturbée sur l'arrivée de l'automne aussi. Même la semaine dernière, il y avait encore du 22 degrés. Bon. Non, c'est clair. Donc c'est un peu particulier. N'importe quoi. On va s'habituer. Et puis pour Samhain, je sais pas trop encore. Peut-être Sabbat, parce que c'était le seul que je célébrais encore. Donc à voir. Mais en tout cas, sur la période, je descends aussi du coup pour l'événement de l'heure du temps. Donc pour moi, ça rentre aussi dans la thématique. Donc voilà, à voir, à faire et suivre. Waouh, vous aussi vous avez des projets. Waouh, t'as vu ça? J'admire trop, franchement, je vous admire. Moi, c'est pas reluisant, hein. Oh, ce qui nous amène à la question, que fais-tu, toi? À part le ménage. Et la cuisine. La cuisine, mais toujours la cuisine et le ménage. Mais oui, non, c'est vrai que c'est des périodes qui sont très propices au nettoyage, parce que oui, on rigole, mais c'est important de nettoyer son chez-soi, que ce soit
soit physique ou spirituel. Mais non, j'ai rien fait du tout pour l'équinoxe. Enfin, je fête plus trop non plus. Parce que je m'y trouve pas forcément en termes de calendrier. Enfin, il y a des trucs qui résonnent pas forcément. Là, Samhain forcément, parce que j'ai envie de dire que c'est Samhain. Enfin, il y a tout qui arrive. C'est un carrefour magique. En fait, t'as toutes les fêtes. C'est la fête des morts, Halloween, Samhain. Il y a vraiment tout qui est en train de passer. Donc, c'est des périodes très propices, surtout les périodes sombres. Mais sinon, en dehors de ça, non, j'ai pas fait grand chose. Je suis un peu au ralenti. Mais ça, il faut normaliser. C'est pas parce que vous avez pas pu faire ou machin que c'est un sacrilège. C'est vraiment, il faut le faire quand vous le sentez, quoi. Enfin, et là, pour le coup, non, j'ai pas été très productive. J'ai un peu été une mauvaise élève, j'avoue. Ouais, mais t'as raison, hein, c'est vrai, il faut pas, enfin, c'est vrai qu'on a souvent ce truc, ouais, si tu fais pas telle fête, c'est nul, si tu fais ça pas va tomber tel dessus, sabbat, voilà. c'est ça, enfin. Mais pas du tout. Faut dédramatiser, on a une vie, quoi. Exactement. Et surtout si ça nous parle pas, ça sert à rien de le faire, quoi. C'est ça en fait. Enfin, autant il y a des, nous comme on pratique le houdou et Runa maintenant, nous il y a des fêtes forcément qui vont résonner un petit peu plus avec notre pratique, mais en dehors de ça, c'est vrai que il y a des sabbats. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Mais du coup non, il y aura une petite célébration, je pense, pour Samhain et le jour des morts, de toute évidence. Mais sinon, en dehors de ça, non, j'ai pas été très productive, mais ça fait du bien parfois de lever le pied. Voilà. Ça, c'est vrai. Ah, j'ai même eu les paillettes. On va fainéantise. Oui. C'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais voilà, et à un moment donné, effectivement, faut pas se mettre la pression. On a globalement tous des rythmes de fou. Il y a des moments où juste faut se reposer et rien faire, quoi. Exact. C'est ça. On ne peut plus tenir. Voilà, pour le tour de table. Eh bien, super. Eh bien, si on passait à nos petites chroniques. Eh ben oui. Carrément. Qui commence? Qui commence? Amstramgram. Bon, allez, j'y vais. Yeah. Je sais que ça a bugué, je pensais que le coup près allait tomber et tout, en fait. Ça nous a fait, c'était très solennel. Un petit moment de flottement. Eh bien, moi, ce soir, j'ai envie de vous parler peinture. Waouh. Ce qui était déjà le cas la dernière fois, il me semble, avec Botticelli, mais là, on va aller sur une autre œuvre, on va aller sur Le Cauchemar de Johann Heinrich Füssli. Tableau de 1781 qu'il faudra que je partage pour que vous voyez un petit peu aussi à quoi ça ressemble. Donc Johann Heinrich Füssli, c'était un peintre suisse, mais qui a été naturalisé britannique pour ses petites dates. C'était 1741 date de naissance et 1825 date de décès. Donc juste pour recontextualiser un petit peu au niveau historique, 18e siècle, période lumière, rationalisme. Puis vers 1770, on a eu le mouvement littéraire allemand du Sturm und Drang, donc tempête et expression, qui en gros c'est les prémices du romantisme qui arrivait par la suite, avec cette réaction un peu à contrario de l'hyper-rationalité. Je résume rapidement et un peu trivialement, mais bon. Donc la volonté d'exprimer les passions, les sentiments. Donc on a aussi des auteurs comme Goethe. Il y a un détournement de l'antiquité gréco-romaine aussi très plaisante. Donc fin 18e, début 19e, on est vraiment sur une émergence de la littérature gothique en Angleterre aussi. Et donc Füssli, c'est un artiste qui évolue dans ce contexte-là, donc un peu à la croisement du classicisme, du mouvement Sturm und Drang, avec ce moment de jonction vraiment de l'arrivée du mouvement romantique en fait. Donc avec cette volonté de plus mettre en avant les sentiments, etc. Et donc le tableau, Le Cauchemar de Füssli, il lui a valu une reconnaissance mondiale. C'est un peintre qui a eu une grosse inspiration littéraire, Shakespeare. Il a puisé aussi dans le folklore germanique avec la légende des Nibelungen, par exemple. Aussi dans le folklore celtique. Donc en fait, il a été assez innovant aussi en ouvrant un petit peu la voie au fantastique, au rêve, et en étant aussi précurseur finalement du romantisme et aussi du surréalisme, puisqu'il y a eu un regain d'intérêt pour lui au début du XXe siècle avec le surréalisme aussi. Il a influencé aussi William Blake.
Donc voilà, ça c'est le contexte historique et un petit peu la présentation du personnage. Pour le tableau en lui-même, le cauchemar, donc si quelqu'un peut mettre éventuellement, merci, quelqu'un l'a fait. Sinon, ça va être assez obscur. Donc, vous voyez que c'est une œuvre où on voit une femme qui est allongée dans une tenue blanche, qu'on pourrait interpréter comme un linceul, sur un lit, avec les bras qui tombent vers le sol, la tête penchée vers le sol. On ne sait pas trop si elle dort, si elle est inconsciente. On voit qu'on est dans une chambre, donc on est plutôt dans un espace qui est quand même assez feutré, assez agréable, avec des gros rideaux, des drapés, donc un lieu qui devrait en général nous évoquer plutôt la sécurité, le repos, et pourtant on voit qu'il y a une sorte de démon qui est assis sur son ventre et qui nous regarde, et c'est assez inquiétant et assez effrayant. On voit aussi une tête de cheval qui dépasse derrière, là, qui sort des rideaux, pareil, qui est pas très rassurante, avec des yeux globuleux, vitreux, un aspect vraiment spectral. Et des traits qui sont quand même beaucoup moins gracieux qu'un cheval réel, si puis-je dire, et qui sont de regarder la scène. Donc en anglais, cauchemar se dit nightmare, donc ce qui est à la fois night, nuit, et jument mère. Donc là, on est jument de nuit, on est potentiellement sur un jeu de mots que le peintre a utilisé. Il peut y avoir une référence à la sexualité, justement, avec aussi l'image du cheval, au côté désir libéré, qu'on va retrouver dans les contes pour les carrosses du mariage. On a aussi le champ lexical rattaché à la sexualité comme chevaucher, une pouliche, bon bref. Voilà, il peut y avoir cette évocation-là. Il y a une table de nuit aussi. On voit qu'il y a un livre, une fiole et aussi les éclats d'un miroir brisé. Et voilà, après, plusieurs interprétations possibles. Donc, on peut y voir une forme d'oppression, en tout cas de domination, voire de suggestion sexuelle de ce démon qui est quand même sur le ventre aussi de la femme, qui est endormie, amorphe, immobile. Et en même temps, on a aussi une matérialisation de l'invisible et du visible, de la dormeuse et de son expérience ou de son rêve en fonction de comment on interprète ça. Donc, on peut se dire que peut-être l'œuvre parle de l'inconscient, de tout ce qu'on va refouler, qui va émerger dans les rêves. C'est une œuvre qui a été utilisée comme icône de la psychanalyse pour le ça, les pulsions. Freud a exposé une gravure de cette œuvre dans son cabinet par ailleurs, mais bon, la psychanalyse, voilà. Je ne ferai pas de commentaires. On peut se demander pourquoi ce démon nous regarde. Est-ce qu'on nous met dans une position de voyeur? Ce démon pourrait aussi être un archétype du cauchemar. Mais ça pourrait aussi être un incube, donc les démons qui viennent dans la nuit avoir des relations sexuelles avec les femmes. Ou alors ça peut être aussi, moi je penche un peu plus pour ça, la sensation d'un événement qui nous semble surnaturel, mais qui est expliqué par les scientifiques, c'est la paralysie du sommeil. Ça me paraîtrait pas déconnant parce que on a quand même ce côté, elle ne bouge pas, et ce démon qui est sur elle. Et qui est assez courant dans l'expérience de la paralysie du sommeil, avec cette impression de poids, de pas bouger et d'être étouffé, oppressé en fait. Donc voilà, petite préférence personnelle sur l'interprétation. Et du coup, je vais juste faire un petit récap sur la paralysie du sommeil aussi, parce que je pense que même sur Wicca France, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup dans les posts, etc. C'est-à-dire que souvent c'est méconnu, alors qu'on a des explications scientifiques de ce phénomène. Et c'est intéressant de savoir un petit peu comment ça fonctionne pour pas non plus toujours voir du surnaturel partout. Donc la paralysie du sommeil, c'est un trouble du sommeil qui se produit à l'endormissement ou au réveil, qui est quand même fréquent puisque 20% de la population aura fait l'expérience, particulièrement à l'adolescence. Et en fait, en termes de conséquences, on peut pas bouger, on peut pas parler. Souvent, c'est associé à une sensation de présence inquiétante. On va avoir des hallucinations, on ressent de la terreur, de l'épouvante. Ça peut durer de quelques secondes à quelques minutes. Et ça a lieu plus fréquemment quand le dormeur est étendu sur le dos. Et c'est une expérience qui est souvent mal vécue, vous imaginez bien. Et alors, au niveau des explications qu'on a de cette paralysie du sommeil, en fait, ça arrive pendant la phase, pendant la phase de sommeil paradoxal. Donc, quand on rêve, le corps il est paralysé pour que justement on n'agisse pas pendant les rêves. Donc, il y a une inhibition des motoneurones spinaux. Oui, j'ai été chercher du coup par un neurotransmetteur qu'on appelle la glycine. Et normalement, avant le réveil, donc
avant la fin du rêve, la glycine elle va se dissiper. Mais parfois, en fait, non. Et donc ça nous empêche de bouger. Alors même qu'on est réveillé, et donc on est dans un état qui est intermédiaire entre le songe et l'éveil. Et donc le cerveau, il essaie de trouver une explication à cette paralysie. D'ailleurs, on a finalement des phénomènes qui peuvent être ressemblants, mettre en parallèle dans le phénomène de la mort aussi. Mais bref. Donc il cherche une explication et donc il va produire l'entité, la présence effrayante. Donc on va avoir des hallucinations, présence d'entité, ça peut être des hallucinations sonores, des hallucinations tactiles, on a l'impression d'être touché, des sensations de tremblement, des hallucinations visuelles avec des auras, des boules de lumière, et des sensations aussi kinesthésiques, donc l'impression de flotter, l'impression de chuter, des expériences où on est hors de son corps. Et quant à la présence, elle peut être soit fugace, soit être vraiment une hallucination complète qui donne l'impression que c'était réel. Des sensations qui peuvent être ressenties hors du champ de vision ou dans la pièce, même assise dans le lit. Plus rarement, il peut y avoir aussi une vision d'une entité agressive qui s'assoit sur le torse de la personne, qui essaie de l'étouffer et de l'étrangler. Voilà. Et il y a eu évidemment plein de légendes associées à cette expérience dans le monde. Donc on a les incubes et les succubes en Europe, on a la Old Hag, vieille sorcière en Amérique du Nord, le broyeur d'os dans les pays de Malte, etc., etc. Donc voilà. Moi c'est pour ça que ce tableau-là, quand je le vois, je pense à la paralysie du sommeil quand même. Mais on peut y voir bien sûr deux interprétations. Voilà. Excellent. Waouh, c'est intéressant, ouais. Ouais. Mais surtout, alors, je tiens juste à repréciser un truc. Vous avez tous et toutes forcément vu, je pense, au moins une fois ce tableau. Oui. Il est hyper tu vois, j'ai même pas eu besoin d'aller re-regarder pour savoir ce que c'est tellement il m'a marqué. Je sais qu'il faisait la couverture de certains bouquins au collège que j'ai pu lire et tout, et je l'avais découvert comme ça. Il est effectivement terrifiant. Je le mettrai pas dans ma chambre, mais je sais que vous l'avez déjà vu. Quand vous le verrez, revoyez-le pour vous y intéresser, parce que c'est super intéressant d'avoir ton analyse, Runa. Mais ouais, vous le connaissez. Et moi, c'est vrai que j'ai longtemps pris. Je pensais pas qu'il représentait un cauchemar pendant longtemps. J'ai cru que c'était un incube. Donc du coup, ça me permet d'avoir ton interprétation du coup. Parce que ça pourrait aussi. Hein. Oui. Mais tu vois, il y a des gens qui illustraient qui illustraient l'apparence des incubes avec ce tableau, justement. Donc j'ai longtemps cru que c'était que ça, que c'était même le titre, peut-être du tableau, mais ouais, c'est le cauchemar. Ça s'appelle le cauchemar, ouais. Mais je crois que le peintre a laissé aussi libre interprétation, il a pas trop donné d'infos sur oui, sur c'est ça, vision, il a laissé à tous sa propre, mais ouais, ça paraît logique, hein, la paralysie du sommeil, on en parle un peu plus maintenant, mais c'est un truc qui est assez terrifiant. Moi, j'ai eu la chance de jamais en faire, mais il paraît que c'est pas cool. Ouais, justement, j'allais vous demander est-ce que vous l'avez déjà vécu ou pas? Ah oui, et surtout sur le dos. Tu parlais de dormir sur le dos. Ouais. Et quand je dors sur le dos, je sais que je passais une mauvaise nuit. Donc c'est hyper impressionnant parce que déjà tu peux plus bouger. Tu vois, genre tu peux plus parler, tu peux plus bouger, donc t'es obligé d'attendre que ça passe. C'est vraiment hyper impressionnant. Et en fait, comme quand tu dis t'as cette sensation de chuter, c'est vrai que moi j'ai déjà eu l'impression en fait de glisser sur mon matelas. Alors que pourtant j'étais à la même place, donc je comprends pas. Mais franchement c'est hyper méga traumatisant. Et le pire c'est qu'en plus genre en fait tout ce que tu vois dans ta chambre, genre t'es dans la nuit, t'es l'ombre, t'es genre je sais pas moi du porte-manteau, comme par hasard ça bouge, tu vois. Non, t'as eu quand même aussi les hallucinations avec quoi. Ah c'est affreux, franchement c'est affreux. Mais oui c'est de la paralysie du sommeil ni plus ni moins. Ça m'est arrivé une fois, mais alors j'ai pas eu du tout les hallucinations. C'est l'époque où je jouais à Counter-Strike et j'allais en compétition, on partait en voiture. Et en fait, je me suis endormie dans la voiture et j'étais fatiguée, etc. Et je me suis réveillée et je pouvais pas bouger, quoi. Le corps du plomb. Et bon, j'ai pas paniqué. Je me suis dit, bon, je vais me rendormir, ça va passer. Je me suis rendormie, c'est passé. Mais hyper étonnant, quoi. Donc ouais, tu peux ouvrir les yeux. Mais c'est tout. C'est voilà. Tada. Ah ouais. Mais tu vois, j'avoue que moi j'appréhende un peu un jour d'en faire une, parce que tu sais, on en parle tellement et on parle des expériences horribles que ça peut faire vivre. Moi, j'en ai jamais eu fait et j'ose espérer ne jamais en faire, parce que ça me terrifie à l'avance d'en faire une. Donc je me dis,
c'est pas bon. Dors pas sur le dos. C'est tout ce qu'on peut te conseiller. Ouais, J'ai connu quelqu'un qui en faisait souvent, effectivement, le dos, c'était systématique, donc fallait dormir sur le côté, quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est dormir sur. Je comprends même pas pourquoi. Peut-être parce que comment dire. Il y a beaucoup de gros ronfleurs qui dorment sur le dos, donc peut-être, je sais pas, peut-être c'est lié, j'en sais rien. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon, on sait jamais. Il y a peut-être une explication, ouais, oui. Une corrélation, je sais pas. Ouais, c'est sur le dos, je sais pas. C'est affreux. Donc t'essayes tu sais, pour peu que t'as des ongles, t'essaies de te pincer la peau, tu sais, pour en espérant que ça fonctionne, mais non, ça marche pas toujours. Ouais, non mais c'est vrai que souvent, enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui vivent ça et qui tout de suite se disent j'ai vu un truc. Oui, alors peut-être, mais enfin encore une fois, l'expérience elle est réelle, il y a aucun problème là-dessus. Mais après sur les interprétations, il y a des choses, on a des explications en fait, et c'est le cerveau qui c'est comme les expériences de mort aussi. En fait, c'est le cerveau qui, a priori, comme la mort, on pense que c'est hyper rapide, mais en fait, c'est un phénomène qui est assez long pour le corps. Donc, le cerveau, il essaie de trouver des moyens aussi pour un peu combler, et d'où les hallucinations de tunnels, etc., etc., qui en fait sont liées au processus biologique, quoi. Voilà. On n'est pas sorti du sable. Hein. Oui. Ça, c'est sûr. Et dis-moi, le tableau, juste une petite question. Le peintre, tu nous dis qu'il l'avait laissé un peu à l'interprétation. Il a jamais un peu expliqué son process derrière, ce qu'il a voulu en dire. J'ai pas vu, non. J'ai lu plutôt qu'il avait laissé, plutôt libre cours à l'interprétation. D'accord. Après, voilà, de toute façon, on est quand même dans une période, encore une fois, où on met beaucoup en avant le fantastique, les sentiments, l'invisible. Donc ça va aussi avec tout cet imaginaire-là, cette période, quoi. Et oui, c'était tout le romantisme noir, Frankenstein et compagnie. C'était toute cette époque un petit peu de darkness. Mais le mouvement romantique, c'est la meilleure période. C'est vrai. Les paillettes. C'est des paillettes, on est d'accord. Je me disais, c'est quoi ça? C'est des paillettes. Enfin. Quelqu'un qui demandait où il est exposé. J'ai vu cette info et je m'en rappelle plus. Mais je vais retrouver, je vais vous dire. Avez-vous vraiment envie de le voir? En plus, il y a eu plusieurs versions de ce tableau. Je vais faire des cauchemars. Allez-y. Ah ouais, mais il est horrible. Il fait flipper. Bon, qui enchaîne? Je vais y aller, tiens, allez. Comme tout à l'heure, t'as repris le bébé. Alors, du coup, pour cette chronique, alors je vais faire un truc un petit peu différent. Je me suis dit, tiens, nouvelle radio. On garde le même concept, mais on va partir autre part. Alors, du coup, moi, ce soir, je vais vous parler d'une de mes passions profanes. Mais c'est un petit peu en lien avec les énergies là de ce mois d'octobre. Je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Jujutsu Kaisen. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Ouais. Ah oui. Voilà. C'est bien, on connaît, c'est bien. Jamais vu, jamais lu, donc tu vas tout m'apprendre. Ah je vais tout vous apprendre. Ok, je vais juste mettre une petite image pour que les gens sachent de quoi on parle, parce que sinon ça va être bizarre. Voilà. Donc, Jujutsu Kaisen, c'est un manga. Faut savoir que la France, c'est le deuxième consommateur de manga après le Japon dans le monde. Nous sommes des gros fans. Hein. Voilà, ça faut savoir. Alors, Jujutsu Kaisen, c'est un manga qui se passe en 2018. Donc là, je vais vous ramener en 2018 à Tokyo précisément. Donc c'est un manga du style action dark fantasy qui a été écrit par Gege Akutami et publié chez Shueisha. Donc il y a une adaptation
du coup à l'image qu'on appelle animé, qui est produit par le studio d'animation MAPPA. Vous devez sûrement connaître, notamment avec des mangas comme Attaque des Titans. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est aussi produit par MAPPA, donc des super effets incroyables. Ce studio qui fait travailler ses ouvriers d'arrache-pied, hein. Ça c'est vrai, c'est connu. Mais enfin, en dehors de ça, pourquoi je vous parle de Jujutsu Kaisen? Alors Jujutsu Kaisen, c'est un manga qui signifie en fait combat de sorcellerie. Et qui se déroule à Tokyo donc en 2018. Je vous demande un petit instant, j'ai mon chat qui gratte, donc il faut que je la fasse sortir, excusez-moi. Endos. Le chat, ami des sorcières et leur pire ennemi aussi. Voilà, désolée. La gratter à la porte et il fallait que je la sorte. Bref. Donc du coup, on est à Tokyo dans un cadre, dans un lycée qui s'appelle Jujutsu High. En fait, c'est une école de sorcellerie entre guillemets, une école d'exorcisme. Donc ce manga, il suit la trame d'un adolescent qui s'appelle Yuji Itadori, qui est un peu con, on va pas se mentir, sur les bords, parce que premier épisode, on lui dit faut pas que tu manges quelque chose, il l'a mangé, voilà, donc il lui arrivait toutes les merdes du monde parce qu'il a pas écouté ce qu'on lui a dit. Mais en gros, ce qui est intéressant dans ce manga, c'est en fait ça parle beaucoup d'énergie occulte, de malédiction. Qui est un petit peu en fait en raccord du coup avec les énergies d'Octobre. Donc en fait dans cet univers les exorcistes combattent ce qu'on appelle des fléaux, des malédictions, et en fait ces malédictions elles sont produites grâce aux énergies négatives des humains. C'est-à-dire que les lieux souvent empruntent ces énergies-là sont les hôpitaux, les écoles, les cimetières. Et du coup, voilà, on a besoin d'exorcistes avec des pouvoirs de ouf pour exorciser justement ces fléaux. Et tant qu'en fait, voilà, il y a des événements qui se produisent, il y en aura toujours. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette adaptation, dans le manga en général, c'est vraiment cette capacité du coup à expliquer en fait comment se forment les émotions, parce qu'on parle beaucoup d'égrégores, etc., et j'ai trouvé que c'était très ressemblant. Tiens, donc là on a des égrégores dans des écoles, sachant que c'est un manga aussi qui traite de certains thèmes assez durs dans la vie, le harcèlement scolaire par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énergie négative dans les écoles, parce que beaucoup d'élèves se font malmener. Il y en a un qui pète littéralement une grille. Enfin, je veux dire, le mec il a vrillé complet, il a voulu tuer ses camarades. Ok, bon, super. Enfin, on rigole, mais c'est des thèmes qui peuvent nous toucher dans notre vie profane, surtout aux États-Unis. Je dis ça, je dis rien. Bref, et donc du coup voilà, donc on s'articule autour justement de cette idée d'égrégore, de cette idée que du coup il y a des lieux qui sont plus empreints que des autres. On parle aussi de charges, donc qu'on appelle des objets. Par exemple, le héros, alors sur le chat je vous l'ai mis, c'est celui qui a les cheveux roses, forcément, et celui qui est au milieu. Voilà, forcément, j'ai envie de dire, tant qu'à faire. Donc lui, en fait, il a mangé un doigt, oui c'est vrai, qui appartient à un démon de plus de 2000 ans, et en fait c'est un peu le roi des démons, et en fait en mangeant ce doigt, il est devenu réceptacle de ce démon, et en fait le but c'est que, lui, il doit récolter tous ses doigts, il y en a 20 en tout, et en fait il doit les manger pour devenir le réceptacle ultime et se faire tuer après. Donc autant vous dire que niveau pression, il est là, le boug. Mais bon voilà, donc du coup il arrive quand même à faire son travail dans ce lycée d'exorcisme, et le but voilà, c'est vraiment de purifier le plus possible en fait les lieux, des personnes aussi, parce qu'il y a des personnages qui vivent des choses absolument atroces et qui développent en fait justement ces fléaux. Il y a un personnage que j'aime énormément, qu'on voit pas forcément sur l'image, qui s'appelle Geto, qui lui a un pouvoir très spécial, c'est qu'il absorbe en fait ces énergies négatives. Donc plus il les absorbe, en fait plus il brille dans sa tête. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu mathématique. J'ai envie de dire, en termes de vie, comment dire, de pratiques magiques, oui, si tu nettoies pas, si tu absorbes des merdes, que tu fais rentrer des merdes chez toi, il va t'arriver de la merde aussi. Donc c'est un peu mathématique. Et par exemple, justement pour se servir de leur technique, ils font ce qu'on appelle un rideau. J'ai beaucoup aimé en fait le principe du rideau, c'est une espèce de purification. C'est-à-dire qu'avant d'entrer en fait dans
dans un lieu, par exemple une école abandonnée ou une école ou un lieu abandonné, un lieu très chargé en fait. Donc ils mettent en place ce qu'on appelle un rideau. Alors on se protège des yeux extérieurs pour pas que les non-exorcistes voient ce que vous faites, mais c'est aussi un lieu de purification. Je vais vous mettre l'image. Moi j'ai trouvé très jolie. Ah oui, les fléaux c'est ça. Faut que je vous mette l'image. C'est monstrueux, c'est dégueulasse. Mais enfin bref. En plus, ils font des bruits trop mignons, des blablabla. C'est très drôle si vous regardez un jour l'animé. Et ça, c'est le rideau en question. Donc, je sais pas si vous arriverez éventuellement à cliquer. Donc en fait, voilà, pour activer le rideau, il y a une formule qui répète toujours, c'est sort des ténèbres, voile plus noir que la nuit et purifie cette souillure. À chaque fois qu'ils font un travail, alors que ce soit les grands méchants qui viennent faire chier les gentils ou les gentils qui purifient du coup les lieux, ils utilisent toujours cette formule. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des protocoles. Ils utilisent des protocoles pour se servir de leur pouvoir. Par exemple, le rideau, des rites préliminaires, et ils manipulent ce qu'on appelle des énergies occultes. Ce qui est intéressant, c'est que les non-exorcistes ne voient pas. Ils ne voient absolument rien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un voile entre le monde des vivants et le monde justement occulte. Et j'ai trouvé ça super intéressant, dans le sens où on arrive justement à la période de Samhain. Et en général, quand il y a un sabbat, et surtout à la période de Samhain, on parle toujours d'un voile très très fin. Très fin, et c'est marrant parce qu'il y a un passage justement qui se déroule en octobre, donc forcément on y est en plein dedans, hein, bien sûr. Et en fait, il y a une espèce de grosse attaque qui est menée à Tokyo et à Kyoto en simultané, donc la parade des 1000 démons. Et en fait, voilà, ça se passe au mois d'octobre. Donc voilà. Et donc voilà, on est dans cette idée que le voile il est très très fin et qu'il y a ce monde des vivants et ce monde et ce monde de l'occulte. Et donc en fait, les non-exorcistes ne voient pas ce qui se passe. Donc c'est-à-dire qu'il y a des fléaux qui s'attachent à des humains. Par exemple, vous pouvez avoir des douleurs, c'est-à-dire que vous le voyez pas. Ça peut s'accrocher à votre épaule, ça peut s'accrocher à votre dos. Et c'est marrant parce que il y a beaucoup de personnes qui justement ont des choses accrochées, des merdes dans notre langage entre guillemets, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se plaindre par exemple d'avoir des douleurs, des trucs comme ça. Et là j'ai trouvé que le miroir était assez relativement intéressant. Et voilà, moi c'est vraiment au début je voulais pas regarder parce que il y a un personnage pour fan service, tout le monde me dit regarde, j'avais pas envie, finalement je m'y suis mise et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que en tant que praticien, il y a des choses qui sont assez drôles, notamment la purification, et c'est cette histoire d'égrégore en fait, c'est surtout ça, avec des démons et avec même des choses très très simples. Par exemple, il y a faudrait que vous le regardiez parce que c'est assez drôle, mais il y a une espèce de petite larve en fait, on pense que c'est un enfant et en fait il répète que maman et en fait c'est très bizarre mais il est trop choupi. Enfin, et donc du coup voilà, moi j'ai trouvé que c'était déjà une très belle bête en termes d'animation, en termes de thème aussi. Par contre, si vous le commencez, ça va de mal en pis, je préfère vous le dire. Il y a pas de happy ending, hein, donc si vous voulez quelque chose un petit peu plus coloré, c'est pas le thème. Par contre, Dark Fantasy, c'est incroyable. Et voilà. Donc en termes de période, je me suis dit tiens, j'ai envie de parler un truc un petit peu plus sérieux, enfin pas sérieux entre guillemets, mais un petit peu plus on lève le pied. Mais j'ai bien aimé les corrélations parce qu'il y a des choses qu'on peut on va dire regrouper nous en tant que praticiens en tout cas. Ça s'appelle Jujutsu Kaisen, c'est fait par Gege Akutami et là la série est encore en cours, donc si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Voilà. Yeah. C'est vrai que de toute façon dans la pop culture on voit beaucoup que ce soit les films, les séries, les jeux vidéo, les animés, les mangas, beaucoup de choses qui sont prises à droite à gauche et en fait qui font écho soit à la mythologie, soit effectivement à des réalités sorcières. Et là le coup des trucs accrochés là, ça me fait penser aux larves. Exactement. Ouais. On est en plein c'est ça. dedans. On est en plein dedans et en fait c'est marrant parce que quand ils les exorcisent en fait les personnes se sentent tout de suite bien. T'es là ok genre ça va mieux. Oui il y en a une fois elle m'a fait rire parce qu'elle elle m'a fait rire, genre je la connais pas mais Ça m'a pas
c'est ma pote, elle demande en fait elle explique que en plus c'est des choses assez dark, hein. Par exemple les démons, les fléaux, par exemple ils peuvent être empreints de comportements très lubriques, et donc elle explique je me sens pas bien, j'ai des douleurs au niveau du bassin et tout machin, et en fait elle se fait exorciser puis elle a plus rien quoi. Donc ouais, ça peut prêter aux larves, aux succubes, aux incubes, etc. Et même d'esprits, on va dire comment dire, vengeurs, farceurs, qui vont s'accrocher aussi, parce qu'il y a un personnage qui en fait, comme il n'arrive pas à passer à autre chose, parce qu'il accepte pas la mort de cette personne-là, et ben en fait elle le hante. Et ça c'est hyper intéressant, et ça c'est ça c'est la trame en fait du film avant la série. Ça s'appelle Jujutsu Kaisen 0, je vais le mettre. Ça c'est pour le film. Si vous voulez regarder, commencez par le film avant et prenez la série juste après. En fait, voilà, quand on n'arrive pas à passer à autre chose, qu'on n'arrive pas à faire son deuil, et ben en fait ça nous hante. Et j'ai trouvé vraiment que c'était un concept super intéressant qui est traité en manga, parce que nous aussi, on a forcément, hein, quand on perd quelqu'un, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que cette idée de pas pouvoir le laisser passer à autre chose, voilà, c'est quelque chose qui nous tient. Enfin, franchement, c'est une très très belle œuvre. Donc je vous le conseille si vous avez du temps. Par contre, la prochaine émission, ça sera un truc plus sérieux, historique, promis. Voilà. Trop bien. Non, mais franchement, ouais, ça change de ce qu'on a pu entendre. Mais tu vois, depuis le temps que j'en entends parler, et je ne savais même pas de quoi il parlait. Franchement, ouais, pareil. J'ai trop envie de le regarder. Regarde, en plus il y a des personnages, tu vas bien aimer, hein. Je vais regarder, je vais essayer, ça a l'air trop bien. Franchement, regarde, c'est vraiment intéressant. Voilà. Super. Ouais, franchement, moi je trouve ça c'est cool quand il y a des sujets comme ça, parce que ça nous intéresse, hein, forcément dans ce monde-là, mais surtout quand l'auteur a sûrement fait des recherches, a bien fait son boulot, et il a ajouté des vrais concepts, des choses qu'on connaît, quoi, la purification, les auras, tout ce monde-là, les énergies, tu disais la purification, c'est de quelle que soit la manière dont on le fait pour éliminer des énergies, des égrégores, etc. Donc je trouve que c'est super intéressant d'avoir des œuvres de fiction qui font bien le job pour nous en parler et le faire d'une autre manière. Carrément. C'est ça. C'est comme comme quand on avait fait des reviews de Sabrina, on n'en pouvait plus. Première, deuxième saison incroyable, après le reste. Exact. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a craché dessus? Oui, parce qu'ils ont tout gâché, en fait. C'était un beau gâchis. On va pas s'étendre dessus, mais c'est vrai que c'était, un beau boulot, un très beau folklore, un beau lore, comme on dit souvent, et qui a été complètement gâché parce que c'est celui qui a créé Riverdale, et puis voilà. Tu sens le soupir. D'ailleurs, c'est fini Riverdale. Merci, ils nous ont enfin épargné le reste. Oui. Ouais, bon. Le monde s'emporte. Ah oui, franchement, ça, franchement, ouais. Ma vie n'a pas changé. C'est toujours la même, mais il n'y a plus Riverdale. Ouais, Riverdale, c'est la même chose que Sabrina. Première saison top, deuxième, oui, bon, ok, et à partir de la troisième, c'est Bagdad. Voilà. Mais c'est vrai, hein. C'est Bagdad dans un club échangiste. Moi, je dis ça. Non, mais... franchement. Même plus des premières saisons, moi, c'est terrible. Pourtant, c'était les meilleurs. Franchement. Il s'est passé tellement de choses. Non, mais il y a un moment. Elle revient dans le temps. Elle fait ci, elle fait ça. Enfin bref, c'est pas l'objet de la J'étais marquée par les fins de saison qui étaient toujours pourries. Ça m'a marqué. Ah oui. C'est ridicule et niais. Ça m'a traumatisé à chaque fois. La saison 2, fin de saison. Je peux aller chercher mon petit copain en enfer, vous me suivez? Ah, ou alors. Non, mais tu vas... Non, c'est kitsch. Ouais. Non, c'était pas top. Non, c'était pas top du tout. Mais tu vois, on excusait des choses à Sabrina, parce que tu sais, c'était occulte, c'était magique. Bon. Ok, on excuse des choses, mais par contre Riverdale, c'est parti dans des dans des souterrains. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, je vous invite quand même à regarder, parce qu'il y a des moments, ça fait plus rire qu'autre chose. Alors, les premières saisons, quand même. Ouais. Ah ouais, non mais la première saison vaut vraiment le coup. Il y a quand même, entre autres, un roi des gargouilles. Il y a une gamine de 16 ans qui tient un speakeasy.
Ah oui, Il y a un la meuf tueur elle a un bar. Mais oui, il y a plusieurs tueurs en série dans une Oui. petite ville, je tiens à le préciser. Il y a un ange. Oui, oui. Ah oui, il y a un ange. Il y a des ovnis, il y a des extraterrestres qui finissent par arriver à un moment. Oui. Il y a quoi d'autre? Et il y a Lucas des frères Scott qui fait de la fusée. Et je ne plaisante pas, c'est vrai. Mais c'est une expérience sous LSD, tout le monde. Ah oui, Oui. c'était le gourou d'une secte. Mais Ah oui. frère. Ouais, Oh mais là oh là là Le là là. bordel. Enfin, à regarder, si vous avez envie de rigoler entre copains, c'est très très drôle, très divertissant. Voilà. Il y a un moment, faut doser quoi. Mais si jamais vous avez envie de poser votre cerveau, c'est le moment. à fait. Riverside. Et ben du coup, c'est ton tour, Midnight. C'est mon tour, le 3e. Mais Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler dans À quel saint se vouer d'un saint un petit peu sombre. Hein. J'ai profité de la période, j'aime bien vous sortir les plus sombres histoires du catholicisme. Et celle-là est assez dark, parce qu'on va parler quand même d'un saint, alors qui n'est pas tout à fait saint, mais je vais vous en parler, qui était en fait occultiste et surtout sataniste à une période de sa vie. C'est pareil, on y reviendra parce que, bon, vous avez l'habitude, je pense, l'Église catholique, elle arrange un peu les histoires et un peu comme elle veut, donc c'est sujet à débat. Celui que je vais vous présenter, c'est Bienheureux Bartolo Longo, qui était du coup un jeune homme au 19e siècle, en 1841, italien, qui en fait était dans la religion, comme beaucoup d'Italiens hein, qui sont très croyants, et il a perdu sa mère quand il avait 10 ans. Et c'est à partir de là, en tout cas on le pense dans son histoire, qu'il s'est complètement éloigné de tout ce qui était religieux. Il a fait un gros rejet comme je pense vous avez pu le faire ou que les ados le font souvent. Il a rejeté complètement cette part de lui et en fait en entrant dans les études, il a goûté à la vie, mais comme les jeunes. C'est pour ça que je mets un bémol sur son histoire, parce que beaucoup de sources que j'ai eues sont que des sources catholiques. Or, moi, j'aime bien qu'il y ait des sources aussi laïques, mais c'est très compliqué à trouver sur les saints. Il n'y a pas toujours des sources laïques très fiables. Donc, je me base essentiellement sur des sources catholiques. Et les catholiques, ils parlent de lui comme un jeune homme débridé, qui blasphémait, qui était anticlérical, qui était athée, qui buvait, qui vivait une vie dissolue. Je pense que s'il voyait la jeunesse d'aujourd'hui, il penserait encore que les jeunes sont très dissolus, parce que je pense qu'il faut un peu de quelque chose de simple, une montagne. Quand on est jeune homme, on profite de la vie, on a des aventures, on boit, on s'amuse, sans que ça porte à conséquence. Or, l'Église, avec le recul, parle de Bartolo en disant que il participait à des choses qui, effectivement, apparemment, il le disait lui-même, il a assisté à des séances de spiritisme, c'était la grande mode sur la fin du 19e siècle. Il a goûté à de la drogue, il a fait des orgies, écoutez, c'est une très noble activité, donc chacun fait ce qu'il veut. Les fameux avec Valar et Ben. Avec Ben. Tout à fait, enfin voilà. Mais pour l'Église, c'est pas bien. On doit pas faire d'orgie, c'est sale. Bon, d'accord. Mais surtout, ce qui m'amène aujourd'hui à cette chronique, c'est que effectivement, il y avait clairement de la part de Bartolo Longo un rejet du christianisme. Il était anticlérical, ça c'est certain, quasi certain. Et il a été, ça c'est a priori, et je mets un gros a priori, il a été dans des cercles plutôt satanistes et il a été ordonné prêtre de Satan. J'y mets un bémol parce que c'est pareil, l'Église aime bien associer spiritisme, occultisme et fait un melting pot et dire que c'est Satan. Donc, a priori, il aurait été dans des cercles satanistes. Et puis un jour, avec le temps, en fait, ça c'est pareil, c'est l'Église qui le dit, il serait devenu vraiment paranoïaque, il a fait une grosse dépression, il y a eu beaucoup de soucis tout au long de sa vie, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue de son moral. Et petit à petit, il a pu en fait revenir par l'entremise d'un homme qui est venu à lui, un professeur, qui l'a remis un peu sur le droit chemin. Alors ça, on le prend comme on le souhaite, mais en tout cas qui lui a permis de retrouver une vie plus stable.
entre autres par l'apport de la religion. Et petit à petit, en fait, il a fini par alors il était déjà converti, mais il s'y est remis, il s'est replongé là-dedans, et il est devenu complètement inverse. Bartolo Longo, il a fini par claquer la porte à tout ce qui était occultisme, séances de spirit, etc. Et il a même été un fervent d'ailleurs on le voit souvent, ça me fait rire parce que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui ont ce parcours-là, qui étaient spirit, qui étaient médium, qui étaient voyants, ce que vous voulez, et qui du jour au lendemain, voilà, retournent un petit peu, j'aime pas dire retournent leur veste, mais vous m'avez compris, ils changent complètement de bord. On se sait, pour ne pas citer une célèbre autrice d'Ange et d'autres conneries à paillettes, entre autres, mais voilà, le phénomène n'est pas nouveau. Et donc lui, il a combattu avec force le spiritisme en disant que c'est le démon, que c'est pas bien. Voilà, bon, ça c'est un peu l'Église qui aime bien tout mélanger et sans faire de grosses nuances. Toujours est-il qu'il a fini par être au service des pauvres, ce qui est pareil, une noble cause. Il s'est mis à enseigner, il a essayé de faire plein de choses et il est notamment devenu un porte-parole du rosaire. Donc le rosaire, c'est vraiment la pratique du chapelet de façon régulière. Arrête-moi si je me trompe, Ekaya, mais je résume. Hein. Merci. Mais voilà, il a dit renoncer au spiritisme et il s'est lancé à corps perdu dans l'enseignement du rosaire et c'est devenu quelque chose de très emblématique et aujourd'hui son corps est contenu, son corps est visitable comme c'est parfois le cas et on peut aller le voir notamment je crois à Pompéi ou à Naples, je crois que c'est Pompéi et on peut voir son corps et c'est dans un sanctuaire dédié au rosaire. Et de nos jours, alors il a été déclaré bienheureux, ça fait partie du processus de canonisation. Un saint est d'abord bienheureux, ensuite vénérable, et ensuite il peut devenir éventuellement saint s'il est canonisé. Donc après un procès, c'est très long, c'est très difficile, il faut prouver beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Donc on peut s'adresser à ce saint. Mais il est en passe d'être canonisé. A priori, c'est dans les cartons depuis quelques dizaines d'années que ça pourrait se faire. Voilà un peu pour ce saint qui a quand même eu une béatification en 80. C'est Jean-Paul II lui-même, hein, donc c'est pas n'importe qui l'a déclaré apôtre du rosaire. Et donc donc quand même c'est pas n'importe qui. Et moi voilà, c'est pour ça que c'est un saint qui à mes yeux est un peu controversé. Vraiment, je le trouve effectivement très intéressant de voir son parcours, qu'il a vu plusieurs choses dans l'occultisme. Le souci qu'il me pose, c'est que l'Église, encore une fois, la grande méchante Église, je suis désolé, mais malheureusement, c'est pas toujours des choses correctes. Oui, excusez-moi. Et je tape sur l'Église, mais le souci, c'est qu'ils aiment bien reprendre les choses. Je pense à une certaine sainte dont je vous parlerai probablement, Sainte Maria Goretti, qui avait été la sainte patronne des victimes de viol et qui a souvent été un peu instrumentalisée pour dire ouais, vaut mieux mourir que d'être violé. Donc vous voyez, c'est pas un super enseignement. Voilà. Là, c'est un peu la même chose, alors en beaucoup moins grave. C'est que Bartolo Longo, il est un peu instrumentalisé en disant, vous avez vu, c'était une âme perdue, il était dédié au mal, il a été complètement obscurci par l'occultisme. Donc même si vous êtes, souvent c'est évoqué, c'était le pire et il est devenu un saint. Bon, ça me dérange un peu de dire ça et ça me fait me poser beaucoup de questions sur les figures chrétiennes et les figures saintes, comment elles peuvent être utilisées pour dire tout et son contraire, quoi. Donc ça me laisse un peu dubitatif, mais malgré tout, je trouve que c'est un saint très intéressant et qui mérite qu'on découvre un peu son parcours. Et il est fêté le 5 octobre, donc ça correspond avec ce mois un peu sombre. Voilà. Ok, cool. Wow. Après, ça veut dire que la biographie, et du coup, on n'est pas certain de tout. Et en même temps, c'est
enfin, pour l'institution de l'Église, c'est tout bénef d'avoir la brebis égarée qui revient dans le droit chemin et qu'on sanctifie, etc. Mais c'est ça, exactement. C'est souvent le cas, hein, que ce soit des saints ou même des gens lambda, comme vous et moi, qui en général ont vécu une vie dissolue entre guillemets. Et après, j'ai vu la lumière, genre, comme le moustique. Entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est assez, c'est assez coordonné ce que tu dis et surtout pour atteindre ce niveau de canonisation et de béatitude quand même, tu te dis c'est que ouais. Mais c'est comme tu dis. Runa, je suis d'accord avec toi. La brebis égarée qui a été dans le satanisme en mode. Mais d'un côté, on en avait parlé une fois dans une conversation, c'était Antinous qui nous disait aussi qu'il y a quand même beaucoup de gens qui justement se détournent du catholicisme ou peu importe de leur religion, on va dire familiale, qui vont dans d'autres pratiques et qui finalement reviennent au milieu de leur vie ou tardivement là où ils partaient et ils reviennent à la religion familiale finalement. Donc c'est pas non plus si rare comme phénomène parce que ça dépend pourquoi on se détourne de la religion quoi. Parce qu'en général, ce qui pose problème, c'est les institutions, etc. C'est ça. Oui, souvent, c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se détournent de tout ce qui peut être dit, alors que les actes suivent pas forcément les paroles. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le rejettent. Je pense que quasiment tout le monde a rejeté ce qui était enseigné par sa famille, surtout quand ça vient de cet héritage un peu familial. Mais vraiment, c'est un saint qui a beaucoup été... C'est un objet de propagande et c'est ça qui me dérange le plus. Mais comme vous le dites, il y a plein de saints qui, pareil, c'est un peu comme Marie-Madeleine, c'était la pécheresse, etc. Donc, l'Église est bien contente d'avoir ce genre de saints pour dire vous n'êtes pas perdus, venez à nous, n'hésitez pas, personne en gros n'est perdu. Alors c'est à la fois un beau message, effectivement l'Église accueille tout le monde et c'est très bien. Mais il faut pas non plus dire ça c'est caca, ça c'est pas bien, vous ne pouvez pas être chrétien si vous faites ci, si vous faites ça, il faut c'est très nuancé je trouve comme propos. En tout cas, figure intéressante. Moi je connaissais pas du tout donc franchement il doit y en avoir plein en fait comme ça qui sont un peu touchy qu'on connaît pas quoi. Oui, il y en a pas mal des saints qui ont eu. Alors j'en avais fait une fois un post, mais sur des saints qui sont un peu sombres, un petit peu qui ont eu une traînée de soufre. Je pense à Saint Cyprien. Ouais, j'y pensais. Saint Cyprien. Il y a des saints quand même qui ont eu des vies. Alors je crois que j'en avais parlé dans une des émissions. Saint Julien l'Hospitalier, c'est quand même le saint patron des meurtriers, parce qu'il a lui-même commis un meurtre. Quand même pas rien, et il est un saint assez répandu, mais il y a d'autres saints qui sont très connus, je pense à Saint Augustin, il y en a un autre qui ne me revient pas, mais oui, Saint Augustin, il a une belle vie, hein, Saint Augustin, avant de se ranger. C'est ça, oui, il a une bonne vie, oui. Mais il y a aussi, je me demande si c'est pas Saint François d'Assise ou un autre saint qui est pareil assez connu et qui pareil a eu une vie, on va dire d'homme lambda où vraiment beaucoup de femmes, beaucoup d'alcool, et qui finalement un jour s'est tourné vers la religion. Et en fait, parfois ils ont des casseroles quand même pas mal, hein, donc c'est toujours intéressant de voir que on n'est pas forcément. Il y a plein de saints différents et c'est pas tout. Ils sont pas tous nés avec une vocation innée, quoi. C'est clair. C'est aussi là toute la condition d'être saint au final, hein, parce que c'est des gens qui sont choisis pour, on va dire, je sais pas comment expliquer ça, mais pour faire, pour recevoir un message, pour témoigner de ce message auprès de la population, le message de Dieu, etc. Et en général, même dans les écrits, hein, vous voyez, par exemple, Jésus, quand il choisit quelqu'un, en général, c'est pas le pacha du coin. Hein. En général, c'est souvent le pauvre voyageur. C'est toujours des gens marginalisés qui sont choisis pour délivrer un message. C'est facile. C'est vrai. La Samaritaine, par exemple, la Samaritaine qui est un des épisodes célèbres de la Bible, et ça, en fait, c'est souvent utilisé pour les scrutins, donc avant les baptêmes et tout. Et la Samaritaine, c'est, les Samaritains, c'est vraiment un peuple qui a été mis en autarcie, par les Juifs. Et Jésus décide de livrer son message à la Samaritaine. Donc rien que,
il choisit des gens marginalisés. Ouais, complètement. Lazare, c'était l'aveugle, hein, c'est ça? Je me souviens plus. Oui, c'est Lazare l'aveugle. Voilà, donc c'est Lazare l'aveugle, et ben le mec il est aveugle, et ben il l'a choisi. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est que on est toujours dans cette optique que c'est pas toujours le plus fortuné ou le plus adroit ou le plus pieux qui va, on va dire, être choisi. Donc en fait, la morale, c'est soyez dégueux, soyez comme vous êtes. C'est une religion d'esclaves au final, quoi. Ah bah oui, carrément. Enfin, le christianisme primitif, oui, là, on est à des années-lumière de ce que ça aurait pu être si si on s'enrichissait pas sur le dos des gens. Non, mais c'est la vérité. Ouais. C'est bien quand tu vois qu'ils mettent des terminales sum-up dans certaines églises, tu te dis oh. Ok. Ah ouais. Ah oui, bah au Mont Saint-Michel, il y a des terminales. Oh non, mais le Mont Saint-Michel aussi. Non mais c'est fantastique. C'est fantastique. Tu viens avec ton Apple Pay, c'est vrai. Tu payes ta neuvaine. Oh non. Incroyable. Non mais écoutez, voilà. Enfin voilà. Parce que je crois qu'il y a la pause musicale qui arrive bientôt, donc. Ouais, voilà. C'est terrible. Terrible. Voilà. Eh bien, faisons une petite pause et puis on se retrouve très vite. Et yes. Yes. Chaque nuit, entre 20h et minuit, Antasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. Eh bien, étant donné que nous sommes en ce mois d'octobre et en ce mois des morts et des choses effrayantes, pourquoi on parlerait pas des ancêtres? Ouais. Ah bah oui, c'est bien approprié. Ah carrément. Allons-y. Allons-y. Eh bien. Ok, bon, j'arrête. Allons-y, ça c'est. Allez, hop. J'ai été possédée par la lignée familiale là. C'est clair. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, les filles, pour honorer vos ancêtres? Déjà, on peut parler de nos représentations un peu des ancêtres, comment on appréhende, peut-être. Alors, dans quel sens? Eh ben, peut-être pour vous, en quoi c'est important, qu'est-ce que ça vous apporte, est-ce que c'est une base ou pas dans votre magie, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez des ancêtres? Ok. Alors moi, perso, initialement, les ancêtres, quand j'étais vraiment dans la pratique sorcière néo-païenne Wicca-like, pour moi les ancêtres c'était Asowin et point barre. Voilà. Ouais. Ça a commencé comme ça et puis bon à l'époque où j'étais en Coven d'Athénos, du coup ils nous avaient encouragé au culte aux ancêtres. Et j'étais assez mitigée initialement et puis en fait j'ai intégré ça dans ma pratique et maintenant c'est vrai que je pourrais pas enlever cette pratique-là. Et puis aussi, plus on cherche un petit peu historiquement les débuts des croyances et le paganisme, plus on se rend compte que les ancêtres et la question du rite ou mort est centrale en fait. Donc pour moi, c'est le début presque de la religion en fait, majoritairement dans les cultures. Donc, et je trouve que on l'oublie assez vite. Et en fait, plus aussi j'ai fait mes recherches historiques, plus je m'en suis rendu compte que finalement ça faisait complètement sens. Donc, moi, je suis passée par le tout ou rien initialement. Et après, du coup, voilà, hôtel. Moi, j'ai intégré aussi les animaux. Et je m'en passerai pas et j'intègre rapidement en magie, mais justement je suis plus sur l'aspect dévotionnel et j'aimerais plus pousser sur la pratique magique et développer vraiment des choses, d'où aussi le houdou, puisque le culte aux ancêtres est important, pour être en accord avec les croyances de mes ancêtres et pas imposer mon truc. Je vais pas foutre Hécate au milieu de mon hôtel aux ancêtres, quoi. Ça va faire un peu tâche. Non. Voilà, il y a des gens qui seraient d'accord en minorité, je pense. On va éviter les dramas. Donc voilà, essayer de trouver comment. J'étais un peu soit je suis dans la neutralité, soit du coup j'essaie de. Voilà, c'était un peu le questionnement, donc c'est un peu la chose que j'ai envie d'approfondir. Et voilà déjà pour mes premières choses à dire. Non, c'est déjà vraiment. Bien, hein. Bah oui, c'est déjà pas mal parce que t'as vraiment cette vision-là que c'est devenu quelque chose d'assez important et je te rejoins là-dessus. Parce que une fois que tu commences à t'y intéresser,
Mais ça paraît logique, comme tu dis, c'est quelque chose, je pense, qui est ancré en nous, c'est que on a un devoir un petit peu, tu sais, dans notre inconscient collectif, d'honorer nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, nos aînés, de manière générale. Donc, ouais. C'est important parce que ça t'ancre sur qui tu es. De toute façon, les événements passés ont toujours un impact sur le présent, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on devrait enseigner. Je me comprends quand je dis ça, mais en fait, ça devrait être une base tellement naturelle parce que c'est vrai que avant de pratiquer le houdou, moi c'était jour des morts, ciao, c'est tout. Et voilà. Et en fait, non. Mais c'est intéressant parce que il y a tellement différentes de manières de les célébrer qu'il y a de manières en fait de pratiquer aussi de culture et par exemple t'as dû commencer du coup à avoir ce cours-là, Runa, sur sur du coup la célébration des ancêtres. Moi je m'y retrouvais pas du tout en houdou, c'est-à-dire que le samedi avec des prières très très chrétiennes et j'étais là. Bon, il va falloir adapter. Moi, mes ancêtres sont musulmans, donc je fais comment? Et en fait, je me suis dit, c'est bête, mais tu réadaptes donc le vendredi avec les évocations. Voilà, ça passe, c'est très bien. En plus, vendredi c'est jour saint, donc ça passe. Et puis après, ce qui est intéressant avec les hôtels aussi aux ancêtres, c'est que là, il faut encore que je termine le mien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, t'as toute l'histoire de ta famille. Donc des objets qui leur ressemblent, des pratiques qui leur ressemblent, et c'est intéressant aussi de voir d'où tu viens. Et en fait, plus tu commences à travailler avec eux, et plus en fait tu vas découvrir certaines choses. Moi par exemple, j'ai découvert par hasard un arrière-grand-oncle et un arrière-arrière-grand-père. Je les connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et en fait, un jour, ma mère, elle me dit, oh, tu les connais, eux? Je dis, bah non. Surprise! T'en as deux pour le prix d'un. Et du coup, plus tu pratiques et plus tu comprends certaines choses. Et le fait d'avoir déménagé dans le sud, ça a débloqué beaucoup de choses parce qu'on est sur la culture méditerranée. Et donc, c'est vrai que ça découvre ça. Excusez-moi, je suis malade. Ça a débloqué beaucoup de choses et ça c'est super intéressant quand on commence à le pratiquer parce qu'en plus on se rencontre en fait de d'où on vient et par exemple même des choses physiques ou des trucs de mentalité. Par exemple, je sais que mes parents ils ont commencé à me faire des remarques en mode tiens, tu te comportes comme ton arrière-grand-mère. Je dis tiens donc c'est dingue hein, quand même. Et du coup sachant que c'est des sujets on n'aborde absolument pas d'ordinaire et en fait il y a des choses qui se sont en fait déliées et par exemple quand je ressens qu'il y a leur présence, sachant que c'est dans le sang hein, donc le sang appelle le sang, et c'est très étrange parce que j'ai de l'olfactif et en fait je sens de l'huile d'olive mais vraiment très proche de la nôtre en fait. C'est très étrange que ma famille fait de l'huile d'olive, donc l'huile d'olive est très très importante chez moi. Et quand je sais que ils sont là, je la sens cette odeur et cette odeur, je peux pas la sentir n'importe où parce que c'est une huile très particulière. Et je sais que c'est très étrange. Franchement, j'aime bien. C'est génial. Ouais. Tu sens que t'es pas seul, t'es là. Oh. C'est vraiment la manifestation. Le signe quoi. Oui, je sais qu'ils sont là. Hein. Et même c'est bizarre parce qu'il y a même quand quand je pense à certaines personnes qui nous ont quittés, je vais croiser leur sosie dans la rue, ça me fait trop rire. Je dis ouais. C'est bizarre, ils se ressemblent beaucoup et ça fait très peur. Hein. C'est très effrayant. Tu dis putain, on dirait mon grand-père celui-là. Je te jure. Mais du coup voilà, donc c'est intéressant si vous franchement, ça devrait être la chose qu'on devrait commencer avec. Ouais. Franchement, la première discipline, noter les ancêtres. C'est complètement ça, ouais. Désolée, j'ai un peu blablaté, désolée. Non, mais on est là pour ça. Carrément, c'est l'idée, hein. C'est speak and spell, hein. C'est vrai, mais on n'a plus le loisir de déborder pendant 5 heures. Et oui, mais bon. Non, mais c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Du coup, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié, donc voilà, je me... Et Midnight. Alors moi, ça a été un peu, oui, je me retrouve un peu dans ce que tu disais, Kaya, et même toi, Runa, parce que
Ouais, pour moi, les ancêtres, en fait, comme on m'en avait entre guillemets jamais parlé dans un point de vue de pratique magique, bon, je trouvais que ça servait à rien. Je comprenais pas trop le principe. Enfin, ça me parlait pas du tout. Même si moi, j'ai toujours eu à cœur voilà, que mes racines étaient importantes, etc. Mais c'était très abstrait. Et puis, c'est par le houdou, du coup, en apprenant avec Ben, en voyant que c'était si primordial, si important, qu'il était à la base de notre magie, je ne sais pas, ça a débloqué un peu le truc chez moi. Et j'ai assez rapidement monté un hôtel aux ancêtres et petit à petit, c'est une pratique que je fais de façon très régulière maintenant. Mais c'est vrai que dans les débuts, c'était très très bizarre. Et puis moi, j'ai une particularité, c'est que moi j'ai un côté de ma famille qui est très français, chrétien, catholique, et de l'autre côté, j'ai une partie de ma famille qui est plutôt algérienne, voire berbère. Donc du coup, voilà. J'en étais sûre. Et oui, ça a été un peu compliqué parce que je me dis, bon, moi je me sens plus proche de mes racines chrétiennes, je me considère comme plutôt catholique, mais quand même, malgré tout, à mes yeux, enfin, je voulais honorer aussi mes ancêtres de l'autre côté, quoi. Je veux pas les oublier. Du côté musulman. Donc, comment faire ça? D'ailleurs, c'est une question. On est dans le même cas là, du coup. C'est ça. C'est comment faire, comment bien le faire et surtout ne pas mélanger peut-être des choses. Mais c'est vrai que c'est un peu complexe de pouvoir. D'ailleurs, j'ai pas encore trouvé la réponse. Hein. Cette question, elle m'a pas quitté. Et à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas encore. Je pense que je vais trouver un moyen, mais j'aimerais bien arriver à vraiment trouver une sorte de lien entre tous. Bon, il y a moi, mais quand même. C'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que j'ai l'impression un peu de favoriser un côté plutôt que l'autre. Après, l'avantage quand même, c'est que, c'est pas non plus, l'islam, par exemple, est la suite du christianisme, quoi. Donc c'est pas non plus un truc qui est à l'opposé et qui a rien à voir. Tu peux encore te dépatouiller. Je pense qu'il y a moyen, franchement. Donc, après, tu peux faire, ça fait un peu séparation, genre, il y a machin là de ce côté-là, mais tu sais, éventuellement les répartir sur 2 jours, tu peux honorer tes ancêtres musulmans justement le vendredi, avec les évocations. Tu vois, celle que tu dis aussi, je vais t'enlever parce que moi je vais vous épargner mon arabe pourri. mais si tu veux, je t'enverrai ça. Et le samedi, tu peux le faire à la chrétienne normale. En plus, c'est marrant parce que tu sais la prière, le Notre Père, on ouvre les mains. Oui. C'est pareil, tu sais, quand tu pries à la musulmane, tu fais, en fait, c'est pareil, c'est comme si tu tenais le livre. Donc franchement, c'est hyper. Mais après voilà, tu peux répartir sur vendredi et le samedi. Ça peut être une solution. C'est vrai que c'est pas bête. Après, oui, mais c'est pas une mauvaise idée, Peut-être même à la suite, hein. Les petits tips, ou même à la suite. Oui, c'est ça, Alors moi, je le fais plutôt le lundi, tu vois, j'ai adapté. Après, tu fais comme tu peux. Oui, c'est ça, moi j'ai fait plutôt le lundi, je fais tout le monde. J'honore mes ancêtres, j'honore les saints. Tout ensemble, voilà, je mélange. Tu as bien raison, t'as bien raison. Il faut. C'est vrai que vous avez raison dans le sens où c'est pas si antinomique, donc je pourrais trouver, je pense, une solution pour m'y mettre. Ou alors la neutralité. Moi, je sais que la prière que j'ai, alors je l'ai un peu pompée, mais retravaillée sur un livre de Carado, entre autres. Et elle est neutre en fait, elle est pas dans un système de croyance précis parce que justement j'étais en mode bon, qu'est-ce que je fais, donc on va être neutre. Donc c'est neutre et voilà, c'est l'encens, la bougie, l'eau, l'alcool, mais plutôt en parlant des noms, en récitant les noms de famille, les choses qui peuvent être liées et qui peuvent être à perpétuer, etc. Mais du coup il n'y a pas de croyance intégrée dans la prière en elle-même. Bon, ça va, c'est une bonne chose. Oui. Là, surtout pour l'instant. Il y a quelqu'un je crois que t'as relevé la question. Je te laisse la lire ou je la lis comme tu veux. Vas-y. Ok. Alors il y a quelqu'un qui a écrit, je ne sais pas qui c'est, donc la personne se reconnaîtra. Alors j'arrive pas à décoller pour vraiment célébrer mes ancêtres car ils n'étaient pas païens mais orthodoxes et catholiques, et étant païens, je n'arrive pas à savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour les honorer par rapport à leurs croyances vu que ce ne sont pas les miennes. Après
Peut-être tu peux simplement faire de l'orthopraxie là pour le coup. Hein. Tant que les prières sont récitées, à moins que tu veuilles trouver une prière neutre. Enfin, je sais pas, moi, je dis ça comme ça. Les deux sont possibles. Hein. C'est soit se dire, je veux attirer leur attention, donc je respecte leurs croyances. C'est ça. Et je fais les choses comme ça. Ou alors quelque chose de neutre. Moi, comme je le fais actuellement, comme ça heurte personne. Et, Artémis, ok. Après, voilà, encore une fois, même en étant païen, le culte des ancêtres, il est foncièrement païen de base, en fait. Hein. Ah bah oui. Voilà. Oui, puis il y a toujours des choses, qu'on soit païen, qu'on soit chrétien, etc. Je pense qu'on trouve toujours une sorte de lien, un tronc commun, voilà, des points, des choses communes. Je veux dire, il y a un grand respect chez les païens de la nature. Finalement, la nature, c'est pour les chrétiens l'œuvre de Dieu, la plus belle œuvre de Dieu. Donc, je pense qu'il y a des choses peut-être à voir. Ce côté-là, alors même si on veut pas invoquer le Dieu chrétien, on peut sûrement, trouver des choses un peu universelles. Donc, je pense qu'il faut chercher de ce côté-là pour, Ouais, complètement. Puis après, ça peut aussi jouer sur les symboles mis sur l'autel. S'ils sont chrétiens, peut-être même si la prière est neutre, leur mettre un chapelet, une Bible, j'en sais rien. Enfin, des choses en tout cas qui leur font plaisir, d'ailleurs que ce soit religieux ou pas religieux. Hein. Ouais, complètement, c'est vrai ça. Oui, normalement, un autel aux ancêtres, tu mets tout ce qui leur fait plaisir. Donc, tu peux leur mettre une icône, une Bible, ce que tu veux, mais aussi, si t'as d'autres ancêtres qui étaient plutôt athées, un petit cigare, une petite photo, un artiste qu'ils aimaient beaucoup. Enfin, voilà, t'as plein de choses qui sont possibles, c'est vrai. Et un peu vos pratiques, est-ce que vous avez un peu des choses, est-ce que vous faites appel à vos ancêtres de façon magique, ou est-ce que vraiment vous gardez l'autel plutôt dans un but de dévotion? Ouais, plutôt dévotionnel, parce que comme ils sont musulmans, et que certes on a des ancêtres berbères qui pratiquaient la divination avec les morts, les trucs comme ça. Le problème c'est que c'est des gens, ça fait des milliers d'années, donc je me dis là en termes de temporalité, je peux pas me permettre. Moi j'aurais vraiment peur que ça leur plaise pas, parce que faut savoir que ça c'est on appelle ça le soul dans la tradition arabo-musulmane. Donc moi j'aurais vraiment peur de les courroucer. Donc ça, c'est vraiment juste en termes de dévotion, en honneur, de se souvenir d'eux, mais franchement moi j'aurais vraiment très très peur, parce que je sais pas du tout ce qui va me tomber sur la gueule. Donc je préfère pas. Mais c'est parce que ils sont pas dans cette mouvance là, et c'est vrai qu'au début moi l'aspect dévotionnel, j'ai eu super méga peur, et je le disais à Ben, je disais mais il va m'arriver des trucs. Et il me dit mais non, t'inquiète. Donc finalement il m'est rien arrivé, mais en travail magique j'aurais très très peur. Par contre, je place mes intentions de prière, je leur demande la protection, etc. Mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de travail magique à proprement parler, pas de rituel. Est-ce que c'est pas déjà de la magie, la prière? C'est obligatoire. C'est à l'aide de vos connaissances. Oui, dans un sens bien évidemment. Enfin, on canalise des énergies, on canalise bien évidemment. Mais on va dire que la prière, ça passe mieux. Ça va mieux. Ça passe mieux que tiens, je vais faire le rituel machin. Non, ça la prière de toute façon c'est universel, ça passe mieux. En arabe, on appelle ça faire des doigts. Donc ça passe mieux. Mais le travail magique en lui-même, je suis un peu frileuse, parce que je pense pas qu'ils approuveraient, étant donné leurs alignements religieux. Ouais, c'est sûr, hein, ça c'est J'ai un peu peur. Si jamais ma maison elle brûle, vous saurez pourquoi. Peut-être poser la question, sinon. Je vais peut-être travailler avec vous, non, ok, d'accord. Et toi, Rudin, qu'est-ce que moi, je considère que la demande par prière est magique. Donc, mais je suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai. Voilà. Donc, je suis d'accord, mais ça passe. J'ai envie de dire de plus en plus. Mais par contre,
Mais donc, enfin voilà, il y a l'aspect dévotionnel de manière hebdomadaire, clairement. Après, ouais, les demandes de plus en plus, je vais quand même me tourner vers les ancêtres parce que je trouve que ça répond quand même rapidement. Et c'est bien pratique, donc voilà. Mais pour l'instant, je le fais plutôt sous demande avec promesse d'offrande et donc plus le côté prière et tractation commerciale. Ouais, bon, après, c'est ouais. Bah ouais, hein, C'est le principe, hein. Mais j'aurais bien envie, ouais, de pousser un peu plus sur le magique, quoi. D'où le houdou. Mais là, justement, même le côté, parce que moi, c'est pareil, j'ai un côté chrétien et j'ai un côté grand-père paternel qui est soit arabe, soit berbère, donc, sûrement islam, hein. Donc ça, il faut aussi que je creuse sur comment ça veut dire que, enfin, je me dis à terme, enfin, je regarde un petit peu aussi peut-être côté magie arabe ou quoi, ce qui se passe, ce qui se fait, et puis voir aussi sur la question de la dévotion, les prières ou les choses à utiliser. Là, j'ai fait un cadre un peu neutre entre guillemets avec des symboles à la fois liés à la culture berbère et à la fois liés au Maroc, parce que c'est les petites infos que j'ai pas beaucoup d'infos en fait. Donc voilà, mais à creuser. Ça vient de voilà, j'ai tout refait, ça vient d'arriver sur l'hôtel. Maintenant, il faut savoir comment gérer le truc. Mais comme ma prière est neutre, par contre, je peux réciter ma lignée, la lignée sans que ça froisse personne et que ça pose de soucis, quoi. Même si on est sur deux monothéismes différents. Ouais, c'est sûr. Non, mais... c'est ça. Hein. Ouais. C'est vrai, comme tu dis, ça peut être parfois un peu compliqué de savoir exactement qui, quoi, comment. Surtout quand soit on a peu, voire pas de contact avec sa famille. Moi, j'ai fini par me résoudre, même si au début je voulais pas trop, à faire le fameux test MyHeritage. Avec l'ADN. Et faut quand même avouer que c'est quand même sacrément intéressant. Hein. Je dois dire que j'ai appris des choses, j'ai découvert des trucs qui étaient quand même pas mal, quoi. Et ça, j'invite quand même, si vous avez l'occasion, pourquoi pas le faire. Ça peut être vraiment source de plein de découvertes. Tu c'est pas ton père, tu sais, t'es là. C'est vrai, ça. Les anecdotes de gens, en fait, genre les mamans, elles ont trompé les papas et du coup, ils se retrouvent avec les kits ADN et ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas du tout la même personne. Oh, mais c'est clair. Mais moi, je m'attendais un peu à ça et au final, j'avoue avoir été un peu déçu. Je me suis dit, je vais trouver une cousine cachée ou une grand-mère secrète. Non, juste des cousins et des cousines parfois que je connais, parfois des gens que j'ai jamais vus ni d'Ève ni d'Adam, des arrière-petits cousins. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Des cousinades, elles sont sympas. Oui, mais tu vois, je n'avais pas trop besoin d'ajouter de nouvelles personnes à mes connaissances, quoi. Donc bon. Voilà, quoi. C'est pas si palpitant dans les infos. Ouais. Tu sais, moi, ce qui me fait peur, en fait, avec ces kits-là, c'est surtout, enfin, on passe sur un autre sujet, mais c'est le traitement des données. Parce que moi, j'ai peur, imaginons, je sais pas, je dois contracter un prêt, je sais pas, moi, dans le futur, et ils trouvent mes données, ils vont, non, en fait, parce que dans votre famille, il y a plein de cancers, ta gueule, déjà de 1. Mais c'est vrai, c'est des questions qui se posent au niveau de la jurisprudence et ça me fait hyper peur. C'est pour ça que je ne saute pas le pas. Mais peut-être j'ai mis du temps aussi. Hein. J'ai fini par le faire justement parce que j'ai un pan de la famille un peu flou, mais ça m'a pas tant que ça aidé. C'est pas assez précis pour. Oui, Afrique du Nord, oui, je sais. Mais bien sûr. Ah oui. C'est pas comme si je le savais déjà. C'est pas assez précis sur les pays et compagnie. Par contre, j'ai découvert que visiblement, je suis très méditerranéenne. J'ai fait, d'accord, je pensais pas à ce point. Mais ouais, c'est vrai que sur la question des données, clairement, ils sont pas au clair. Et pour l'instant, ça va encore, mais c'est sûr que si demain on passe en dictature et qu'ils revendent les données ADN aux États et compagnie, on est mal barré. Ouais, c'est sûr. Après, j'avoue que moi, je m'en suis un peu
comment dire, bon déjà, comme beaucoup de gens, je l'ai mis bien enfoui derrière et je l'ai fait quand même. Mais j'avoue que ça m'a un peu posé question en me disant, bon, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Si un jour ils font du clonage, est-ce que je vais me retrouver avec un chien qui a ma tête, quoi? Enfin, tu te dis, bon... Ok. C'est drôle, ça. Oui, alors ce serait drôle 5 minutes, mais je me dis. Oui, voilà. Mais est-ce que j'ai d'autres descendants dans la nature? Ça se pose la question, hein. Mais ouais, quand même, ça se pose parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Après, je me dis, si l'État un jour se transforme en une infecte dictature, même si bon, c'est un peu le cas, je me dis bon, je donne mon sang, je donne ma moelle osseuse, allez-y. Faites ce que vous voulez de mon corps. Allez-y, faites. et puis, clonez-moi, faites plein de moi et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille fasse? Ouais, je suis très résigné. T'as qu'une vie, hein. Mais en plus, visiblement, même pour faire valoir son droit, parce qu'il y a un journaliste qui avait fait l'expérience, même pour faire valoir son droit de suppression des données auprès des boîtes, là, c'est pas simple, hein. Ah, c'est pas simple. Et puis c'est à l'étranger, parce que normalement c'est illégal en France. Donc c'est à l'étranger pour le faire, en fait. Bien sûr. T'as raison de le préciser, on le précise, hein. Bon, ça ne regarde que vous, ça n'engage que vous, mais effectivement c'est illégal en France, ouais. Ah oui, c'est toléré parce que, c'est toléré, c'est parce que les entreprises sont à l'étranger, elles sont pas en France. Mais une entreprise en France qui ferait ça, c'est illégal, quoi. Ah, c'est totalement illégal au niveau des données. Après, si vous avez de l'argent, vous pouvez toujours contacter un généalogiste. Bon, ça va coûter plus cher, mais c'est un travail reconnu. Donc, oui, puis t'es à peu près sûr de retrouver un peu, d'y retrouver tes petits, quoi, parce que franchement, bon, c'est chouette. Ça a des très bons côtés. Moi, je sais que j'ai découvert des choses, mais c'est vrai que ça te laisse un peu quand même avec un goût de, mais ça date de quand? Oui, mais est-ce que c'est très ancien? Parce que moi, j'ai vu que j'avais des origines, semble-t-il, siciliennes, mais ou dans l'arbre généalogique, parce que aucun de mes parents m'a dit, ah ben non, on n'a pas a priori de famille connue qui vient de là-bas. Donc c'est vrai que parfois ça peut te laisser avec plus de questions que de réponses. Et puis le problème aussi, c'est qu'il se fie aux données actuelles, globalement. Bah c'est ça, avec les migrations et le métissage, ça donne une idée, mais c'est pas une valeur. Ils doivent avoir aussi, une banque de données. Enfin, je pense, avec, des personnes qui ont telle ou telle ethnie. Et si ça match, par exemple des gens qui viennent d'Afrique du Nord, tu as une séquence génétique qui ressemble, donc et puis comme disait Runa, t'as les mouvements de migration, t'as le métissage, tu peux savoir d'où tu viens, mais comme tu dis, en fait, ça peut te laisser avec des questions en suspens parce que au final, c'est un patchwork qu'on te présente. C'est aussi, tu vois, je crois même que t'as des pourcentages et tout. Il y a des gens qui regardaient dans les pourcentages. C'était super drôle. C'est quand tu découvres le truc, tu fais ah ouais. T'as dû voir des trucs, toi, Runa. Bah ouais, j'ai vu déjà péninsule ibérique à Blinde, j'ai fait what? Tu sais que c'est pas impossible parce que les migrations entre le royaume du Maroc à l'époque et à l'Andalous, c'est pas impossible. Comme il y a eu une diaspora mort là-bas. Ah oui, chute de Grenade en 1492, donc. Non, mais c'est sûr que les échanges, chute du califat de Grenade, donc, voilà. Ah oui, on sent que quand même, dans le passé, ça a niqué à tout va, donc bon, ça s'est bien mélangé. Bien évidemment, les Vikings et machin, ça y allait, hein. Et oui, mais tu te dis, bon, entre gens d'un même pays, c'est une chose, c'est normal, mais entre gens d'un pays, il y a eu du voyage, quoi. Bien sûr. Regarde, par exemple, les Italiens du Nord, à majorité, ils sont bleus aux yeux bleus, on est d'accord. Ouais, c'est clair, ouais. C'est parce que c'est des Normands qui sont arrivés après les conquêtes de Guillaume. De Guillaume, c'est mon pote, Guillaume le Conquérant. Et en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'était se mêler à la population, c'est-à-dire qu'en faisant des mariages, du coup, inter-ethnie, ils ont réussi, à s'imposer. Déjà de 1,
Ça, c'est des choses qui ont été reprises mais depuis des années et des années, enfin des siècles et des siècles. Alexandre le Grand, quand il allait en Perse, il a marié tous ses potes et il s'est marié avec des Perses, hein, donc avec des princesses perses. Oui, il y a eu du move, donc, voilà, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de moves, en effet, mais voilà, ils avaient besoin aussi de cette de cette empreinte, on va dire. Unique, c'est-à-dire que en faisant ce genre de mariage-là, tu crées des liens et des alliances. Ça a toujours été le cas. Les rois et les reines, ils mariaient leurs filles à tout va, et même leurs fils. Hein. Donc, plus t'avais de filles, plus c'était cool pour les alliances. Il fallait bien 1 ou 2 fils pour assurer le trône, tu vois. Mais c'est des procédés qui sont millénaires. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Non, c'est sûr. Mais bon, on a digressé. Ah oui, putain, mais on digresse tout dans cette émission. Si vous nous rejoignez sur Rantasia Radio, sachez qu'on digresse beaucoup. Oh oui. Et encore, Ben n'est pas là. Oui, et aujourd'hui, on sait plus. Et on s'est à peu près tenu, ouais. On sent qu'on est stressé par le chrono. Ouais, mais franchement, finalement, ça nous permet d'être un peu cadrés, c'est pas plus. Mais franchement, parce que les débordements de 2 à 3 heures. Franchement, Alina, je sais pas comment. La dernière émission, c'était. La dernière. Ah ouais, mon Dieu, on n'en finissait plus. On n'en finissait plus, hein. Je crois qu'on est resté 5 heures en plus. Non, on avait fait 5 heures en plus. On a dû faire 5 heures en tout, ouais. C'était YOLO. Mais du coup, Midnight, attends, parce que du coup, on n'a pas parlé de tes pratiques à toi. Ah oui, dis-nous, Midnight. Ah bon? On n'a pas parlé de moi. Dans des pratiques magiques, non? Dans des pratiques. Alors, les pratiques magiques, on va dire que c'est un peu complexe parce que, bon, moi, c'est très récent en fait, l'appel aux ancêtres. Moi, vous le savez, j'ai toujours plus travaillé avec les saints, avec la magie plutôt chrétienne, etc. Mais c'est vrai que l'appel aux ancêtres, j'ai été un peu frileux. Je me suis dit, bon, est-ce qu'ils vont bien le prendre? Est-ce que vraiment ils peuvent m'apporter leur aide pour telle ou telle chose? Et c'est vrai que dans ma dévotion, tu le disais un peu, mais je suis tout à fait d'accord, la prière, c'est déjà un acte de demande magique finalement. Enfin, oui. Voilà. Donc, oui. Non mais oui, mais ça passe mieux. Mais ah mais tout à fait. Voilà, ouais. C'est, on va dire, le premier pas. Voilà. Et on va dire que pour la magie un peu plus poussée, forcément faut faire plus, mais déjà une prière, enfin moi je le dis et je le redirai souvent, ça peut déjà apporter des résultats mais incroyables. Et je sais qu'ils m'ont permis d'obtenir des choses de façon, alors ça fait déjà plusieurs années que je fais ma dévotion toutes les semaines sans discontinuer, donc je vois que ça a payé tout ça et que le lien maintenant est très proche. Je les ressens beaucoup plus, je sens leur influence beaucoup plus qu'avant et surtout quand je leur demande quelque chose, ça se fait assez rapidement, parfois dans les semaines, les mois qui viennent, grand maximum, il y a des choses qui bougent. Et là récemment, j'ai fait appel un peu plus dans un côté magique, mais vraiment quelque chose de très simple, hein, un folk spell, un sort assez simple. Et quand même, je me suis dit, j'ai quand même ma team avec moi, il faut que je fasse appel à leurs compétences, à leurs forces. Et c'est un peu une première. Ça a été le test, là, je l'ai fait très récemment et je vous tiendrai au courant un peu de ce que ça a pu donner, mais je suis assez enthousiaste. Mais c'est effectivement pas du tout le même rapport que je peux avoir avec un saint, par exemple. C'est très très différent la dynamique que ça peut avoir parce que j'ai pas du tout ce sentiment entre guillemets de quémander, j'ai plus l'impression de puiser. Je sais pas si vous voyez le truc, mais c'est vraiment intéressant. Le mot que tu utilises. C'est comme ça que je le vois. Ouais, je puise dans leur force. C'est alors qu'un saint, il va plus agir pour moi entre guillemets, où il va plus mettre ses pouvoirs à ma disposition, mais c'est plus lui qui va agir, et là c'est plus les ancêtres qui agissent à travers moi. En tout cas, c'est comme ça que je me le représente. Ouais, c'est intéressant ça. Oui, mais c'est vrai que je le vois pas. Dis donc, tu nous as soufflé là, franchement. On a un petit de réflexion là. Ah ouais. Ok. Donc plus prière là, tu testes des trucs. On va s'échanger des. Ça, les tips, c'est complètement. Des tips. Mais c'est ça, je le vois vraiment comme un peu ma batterie presque.
Tu vois, en tant que sorcier, on a une énergie, on a quelque chose, quoi. C'est une force qui est en nous. Et ouais, moi, mes ancêtres, maintenant, je les considère vraiment comme ma batterie. En fait, ça me permet de me recharger, de repartir avec quelque chose, quoi. En plus, c'est tellement une énergie, comment dire, alors j'allais dire primitive, mais je me comprends quand je dis ça, mais c'est une énergie tellement ancienne qui remonte, mais enfin on l'a tous de toute façon, mais je dirais pas que c'est inépuisable, mais tu peux vraiment, quand on dit que les ancêtres marchent avec nous, c'est pas pour rien, c'est vrai, ils sont là, ils sont dans ton sang, en plus tu le portes dans ton sang, donc c'est-à-dire que tu l'as avec toi en continu, donc c'est, je sais pas, il y a un lien qui se crée encore plus, et bah c'est beau dans un sens, parce que du coup on arrive à pouvoir communiquer avec eux, c'est comment dire, déjà t'as l'aspect travail magique que vous êtes en train de développer tous les deux, mais en termes de dévotionnel, ce qui est intéressant, c'est que on apprend, d'où l'on vient, et on sait qui on est en plus. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est vraiment une redécouverte de sa personne. Ouais, c'est vrai. Quand on s'intéresse aux personnes qui nous ont précédés, tu vas retrouver des similitudes, etc. Et quand tu parles de batterie, franchement, c'est grave beau ce que tu dis. Je me dis, c'est intéressant. on va l'encadrer, Lucas, je crois. La phrase de 2023 du je te jure. J'en suis ravi. Alors, franchement, c'est super beau ce que c'est. Puis c'est vrai, c'est intéressant. C'est intéressant parce que Quémandé, oui. Enfin, Quémandé, quand même, on donne des offrandes, C'est ça, oui, on paye. On paye, Mais on se sent peut-être plus légitime, entre guillemets, à demander à ses ancêtres. Qu'au sein. De toute façon, ça, c'est toujours pareil. C'est des gens qui ont vécu nos galères. C'est exactement ça. C'est pour ça que moi, j'ai l'impression que ça répond plus vite aussi. Vraiment ce rapport, Ah bah ça c'est clair, comme ça répond. Il y a un truc très différent. Ils sont plus proches, quoi. Ouais. Ah bah oui. Puis il y a plus ce côté soutien. Moi je le vois beaucoup comme ça, comme le côté un peu à nos côtés, soutien, protection, c'est vrai. qui est plus proche effectivement que des divinités ou c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil du tout. Et du coup, sur les demandes que t'as pu faire jusqu'ici, t'as l'impression que du coup c'est quand même assez rapide et qu'on te répond, quoi. Ouais, moi j'ai l'impression quand même. Et puis il y a eu des trucs où vraiment j'ai à peine besoin, tu vois, de le demander. Je fais beaucoup de prières pendant ma dévotion aux ancêtres et je leur demande bien sûr des bénédictions, des choses courantes, mais parfois quand il intervient des choses dans la famille, vous savez ce qui arrive, une personne qui passe un examen, une personne pour laquelle on s'inquiète, et force est de constater que je vois des résultats petit à petit. Et chaque semaine, je leur dis, je vois des résultats, merci, continuez comme ça, c'est super. Et c'est très simple comme rapport, parce que j'ai pas l'impression d'avoir une épée de Damoclès, comme je peux l'avoir avec un saint, entre guillemets, où je dois lui rendre des comptes. Là, ils savent que je vais être là la semaine d'après, je leur rends des offrandes et tout, et de temps en temps, comme je pense à vous le fait aussi, ça me prend de leur acheter un bouquet, ça me prend de leur donner quelque chose, une tasse de thé, alors que c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Et je sais pas, le rapport est très différent, donc il y a une sorte de confiance établie de base, donc j'ai moins l'impression de leur être obligé. Alors, je vois ça comme toi aussi. Oui, vous voyez un peu, Ouais, carrément. Et moi, à chaque fois, honnêtement, j'ai pas fait 40 000 demandes non plus, parce que pas des demandes à faire forcément tous les 4 matins, mais toutes les demandes que j'ai faites, peut-être à une exception près, et encore, faudrait que je me rappelle, je me note tout, donc mais à chaque fois, c'est bon, quoi. Ça passe. Des trucs improbables, des fois, tu te dis, ok. Yes. Sur un malentendu, ça fonctionne. De moment. Mais c'est pour ça que ça donne envie de poursuivre et de développer ça, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, c'est un peu plus profond que d'autres
c'est déjà plus profond que d'autres approches que on fait appel à quelque chose d'ancien, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est clair. Et peut-être, on va sûrement finir là-dessus, mais est-ce que vous avez, je sais pas, une expérience, un truc un peu fun ou pas du tout, que vous auriez à partager sur votre culte aux ancêtres? Je réfléchis. Vous avez un quart d'heure. Moi, j'ai pas trop les mêmes ressentis que vous, je pense. Des fois, j'ai l'impression, c'est en regardant les photos, de capter des moods. Genre là, je suis content, là, je suis pas content. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais. J'ai l'impression d'être folle, du coup. Et j'ai eu une fois un flash, justement, là, sur le côté berbère, arabe, point d'interrogation, on ne sait pas. Et après, non, c'est plus sur la réalisation des demandes, quoi. C'est déjà pas mal. J'essaie de réfléchir, je ne sais pas. Alors c'était pas tellement au niveau du culte. Waouh. C'est bientôt l'heure de partir, donc bon. Non, mais au niveau du culte aux ancêtres, ils sont réceptifs, ils sont assez timides. Moi, je les sens très pudiques. Et dans un sens, je me dis, ça m'étonne pas, parce qu'en fait, ça leur ressemble totalement. Enfin, je veux dire, peut-être culturellement, c'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude de communiquer, on va dire, je sais pas comment expliquer ça. Bon, la culture maghrébine, bon, voilà, hein. Oui. C'est un peu, on parle pas de ses sentiments, hein. C'est vrai. Voilà, tu témoignes en plus très bien. Mais du coup, moi, je les sens très pudiques, donc je me dis, c'est pas déconnant parce qu'ils le sont. Par contre, par exemple, quand on arrive justement aux périodes genre Samhain ou Jour des Morts ou même aux anniversaires, etc. C'est marrant parce que moi, ma mère, elle voit ses parents en rêve. Toujours à cette période-là, elle arrive à les voir. Mais moi, je vous en avais déjà parlé, je crois, Runa et Lucas. J'ai toujours ce flash, en fait, quand je pense à eux ou que j'ai besoin d'être rassurée sur quelque chose, etc. J'ai toujours ce flash justement de l'eau de source avec justement des arbres à fruits, etc. Avec des mandarines, des oranges, des figues. Enfin, c'est très spécial et c'est toujours le même en fait. Et je sais que c'est eux. Et en fait, ma mère m'expliquait, c'est marrant, il y a une sourate je ne sais plus laquelle c'est, je vais la retrouver. Et la prochaine émission, je vous dirai c'est laquelle. Mais il y a une sourate qui décrit justement l'Éden, donc le paradis. Et en fait, c'est ça. C'est là en fait où les morts sont envoyés, enfin ceux qui vont par du moins. Donc ça me rassure, je me dis ça va, j'ai pas une famille bizarre. Mais du coup voilà, en dehors de ça, pas vraiment, mais je les sens très pudiques et ça me rassure parce que c'est vrai que chez nous on communique pas beaucoup sur nos sentiments, etc. Mais je me dis au moins ils sont là, ils sont en arrière-plan, voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Oui. Ouais. On les sent, c'est bien. Et puis faut qu'on parle de l'or du temps. On a un peu de temps encore, mais on a un petit peu de reste temps. 10 minutes. Voilà, on peut quand même. C'est vrai. Oui. À moins que vous avez quelque chose à dire là-dessus, je crois, Ben, non? Lucas. Une petite chose, moi. Vas-y. J'ai entendu que tu m'as honteusement confondu, mais on en reparlera après l'émission. Honteusement, il y a pire comme... Il y a pire. Là, je t'ai quand même confondu avec le the best of the best. The cherry on top. The supreme. La suprême. Non, voilà une petite chose, moi, qui m'était arrivée, mais qui était quand même assez... Je sais plus si je vous en ai eu parlé, mais c'était à l'époque où, justement, je cherchais à... Moi, j'ai toujours eu un lien avec ma grand-mère qui est décédée et qui était un peu comme moi, très dans les bondieuseries. Et j'ai voulu chercher une jolie photo pour la mettre sur mon hôtel. Mais par hasard, un jour, ça m'a pris. Je ne sais même plus pourquoi, j'ai été farfouillé dans un des albums photos de chez moi. Je trouve une très belle photo. Bon, je la prends, je la mets et je regarde à peine. Et je la mets sur mon hôtel et je la retourne
Et cette fameuse photo, elle était datée, je m'en souviens, ça m'a marqué, du 26 octobre 1900, je sais plus quoi. Donc c'était une photo d'un anniversaire où ma grand-mère était voilà, en belle robe, etc. Et bah, figurez-vous que je suis resté un petit peu scotché parce que on était ce jour-là où je l'ai trouvé, où je me suis mis à chercher un 26 octobre. Donc, ça m'a un petit peu fait. Je me suis dit bah ouais, c'était la bonne photo. Je crois que c'était la photo à chercher. C'est un petit truc comme ça, mais ça m'a vraiment. Je me suis dit j'ai bien reçu. Ok. Là ouais, parce que moi j'ai toujours besoin de gros signes, de gros panneaux, de gros trucs pour me dire oui. Un signe, on est là, voilà, il me faut vraiment limite un panneau lumineux et une flèche pour me dire oui. Donc c'était très rigolo et ça m'a beaucoup touché à l'époque. Ouais, c'est intéressant. Eh ben, belle expérience. Oui. C'est vrai que c'est beau. Hein. Oui, c'était trop mignon, ouais. Eh ben super. Concernant le culte aux ancêtres, je sais que Midnight et moi au moins on l'a lu. Je sais pas si Kaya toi tu l'as lu, mais non, le livre Honorez vos ancêtres de Mallory Vaudoise qui est édité en français à Alliance Magique. Pour le coup, il est cool. Il est vraiment cool et ça donne plein d'idées. Alors il est plus dans un contexte effectivement quand même chrétien, mais pour moi, j'avais fait une review sur Insta. Tout le monde devrait le lire quoi. Ah oui, c'est vrai, t'avais fait la review en plus. Ouais, fait la review, c'est vrai. On en a eu parlé, je crois, 1 ou 2 fois sur l'émission et c'est vrai que franchement, il est plutôt orienté, plutôt chrétien, mais c'est vrai que ça peut s'appliquer un peu pour toute personne qui voudrait en faire un. Mais plein de tips, plutôt intéressants. Je sais pas ce que tu en avais retenu. Oui, bah moi j'ai plein de marque-pages dedans. Oui, c'est bien signe ça. Il y a plein d'idées et puis même elle propose à un moment donné plusieurs prières de plusieurs traditions, je sais plus exactement lesquelles, mais voilà, encore une fois ça reste ouvert, il y a des principes généraux, c'est très bien pour débuter. Ouais. Elle parle des types d'ancêtres, elle parle des traumatismes ancestraux, de l'autel, des offrandes, elle parle de purification aussi par ailleurs. Oui. Donc ce qui est pas mal. C'est important. Ouais. Et des rituels. Alors, il y a certains rites où je me suis dit, bon, ouais. Oui, ouais. Voilà, c'est mignon. Aussi, ouais. C'est mignonnet. Mais, en tout cas, ça donne quand même, voilà, une bonne base et ça donne des idées et je trouve qu'il est quand même hyper bien, quoi. Là, c'est clair. Ouais, une bonne ressource à lire. Si vous avez, voilà, si vous voulez juste vous y intéresser, c'est une très très bonne lecture. Il faudra voir que je le lise. Moi, j'ai oublié. Ouais, il faudra absolument qu'on te le prête ou que tu le lises. Ouais. Il est trop. Je vais le pécho. Il n'y a pas de souci. On va peut-être finir rapidement avec. Ouais, on va finir. Le temps tourne. Le temps tourne, le temps passe. Eh bien, la semaine prochaine, événement du Samhain de l'Or du Temps, donc la boutique ésotérique à Nîmes de notre cher Ballard. Ouais. Il y a une personne topissime et très très drôle. Ah, incroyable. Franchement. Incroyable. On l'aime beaucoup. Donc l'événement, il commence dès lundi, il est sur toute la semaine, donc il y a des conférences, des ateliers, etc. Et on vous en parle pourquoi? Parce que il y a certaines têtes de l'équipe Speak and Spell qui va pointer le bout de son nez là-bas. Qui vont pointer, je ne sais plus conjuguer. Donc je te laisse peut-être parler de ton intervention. Oui, moi du coup j'interviendrai, si je ne m'abuse, mercredi. Et je vais faire une petite conférence sur les saints, sur leur place dans la magie, dans l'occultisme, etc. Ouais. J'ai fait déjà un atelier, donc ça va être un peu, voilà, un condensé de mon atelier, bien résumé, certes. Et on va pouvoir parler. Je ne serai pas seul pour faire cette conférence. Oui. Je serai avec. Alors, il a plusieurs pseudos, donc je vais aller retrouver exactement le bon. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je crois que c'est Faveur Néfer. Oui. Mais je sais pas si du coup il se fait appeler partout pareil. Je crois que c'est ça. Faveur Néfer, c'est ça. Donc on sera 2 et lui lui-même est dévot. Il est adorable, c'est vrai. Ah ouais, franchement, la crème. Ouais, c'est clair. Donc je suis très très content qu'on puisse partager ce moment ensemble. Trop bien.
Bon, moi, je suis triste Incroyable. parce que je viendrai que le lendemain, mais bon. Et oui, mais Ah, bon, merde. Mais, depuis le temps. ouais. Et enfin voilà, il y a en tout cas sur l'Insta, il y a tout le programme jour par jour. Alors tout est sur réservation, donc à voir effectivement ce qui est encore possible. Et le jeudi 26 octobre, du coup, il y aura Antinews qui sera en dédicace de 14h à 18h à la boutique. Ouais. Le soir, il y a une conférence sur la lignée des sorciers antiques par Adara, qui est une amie à moi, de 18h à 19h. Incroyable aussi. Voilà, moi je serai là Ouais. l'après-midi, donc il y aura Antinews, Adara, moi et je ne sais pas qui sera à la boutique. Et le soir, il y a une table blanche, mais elle est complète, pour le coup, où il y a Antinews, Lucosios, Midnight, Adara, moi, voilà. Voilà. Que des La numéros crème 10. de la crème. Voilà. La team. Les The titulaires, team. le 11 de départ, c'est eux. Non, mais c'est cool qu'il y ait des événements comme ça où justement les gens de la communauté puissent au moins se retrouver et puis et échanger autour en plus de trucs qui sont hyper intéressants et avec des interventions quand même qualitatives. Ça fait chier, je pourrais pas être là les potes, mais Mais ouais. profitez bien. Bah ouais, on va essayer, hein. Bah On va faire des photos. Ah bah ouais, des bons selfies là, avec des filtres et tout. Ah, tout à fait. Filtre chien. Voilà, surtout la table blanche à 4h du Ah, matin, ça va être compliqué. Ah putain, ah ouais les gueules et Ah ouais, c'est clair. Je sais pas comment on va ressortir de ça, mais ça va bien se passer. bien beurré comme les tartines, tout va bien. Voilà. Mais en tout cas, ouais, donc s'il y a des gens qui sont dans le coin à ce moment-là ou qui viennent à l'événement, faites-nous signe. Walou, walou. Et puis voilà. On est dans les temps, incroyable. Dans les sangs. Ouais. Je sais pas comment on a fait, mais bravo. Ouais, franchement, ouais. Ah ouais, nous, wouh. C'est trop fort. Eh bien, que de la dire? Le mot de la fin? Qui Oui. se lance. Priez vos ancêtres, même si c'est une prière neutre, c'est pas grave, et qu'ils étaient cathos et que vous êtes païens, ça va bien se passer. J'avoue. Eh ben, go, je vais y aller, comme ça, Lucas, il aura le vrai mot de la fin. Oh, Je te laisse cet honneur. merci. Non, mais, du coup, bah, encore merci déjà, Alina, de nous faire confiance. On est trop contents de revenir, de recommencer l'aventure avec toi sur la nouvelle radio. Voilà, ben, priez aux ancêtres, c'est cool. C'est très important et intéressant. Petite dédicace à Valar qui est actuellement à Nice. Et aussi un gros bisou à Sarah, on en profite. Et bisous à Bisous Ben. à elle, ouais. Et à lui aussi. À Ben et à Luc Osios qui a fait coucou dans le chat. Je te retiens sur tout ce que tu as dit sur ma gueule. Voilà. Ouais, on va se manger. Je vais me venger. Voilà. Et puis bonne soirée à vous les copains. Eh ben oui, bah, tu as bien résumé. Merci à vous tous, merci à Alina et on est ravis de vous retrouver pour de prochaines aventures. Voilà, la prochaine fois pour une nouvelle émission. On rend l'antenne à Valérie. Grosse bise à vous, bonne soirée et à bientôt. Merci à vous et à très Salut à bientôt. vous. Salut. À bientôt.